bonsoir et bienvenue dans ce 14e numéro de la saison 2 de SpaceHack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Et il s'en est passé des choses depuis notre dernier space du mois de janvier. Le hack a voyagé, beaucoup voyagé pendant notre absence. Nous ferons le bilan de ces semaines de Globetrotter en première partie d'émission. À la mi-temps, la petite récréation avec le quiz de CSC sans CSC. Et en seconde partie, nous reviendrons sur le match de dimanche face à Rennes et nous aborderons le match à venir en terre lilloise. Ce soir, une fois n'est pas coutume, nous sommes jeudi et exceptionnellement, nous n'aurons pas d'invité à nos côtés. Donc, nous espérons que vous serez nombreux à prendre le micro et à venir échanger avec nous. Alors, vous l'aurez constaté, Romain n'est pas aux commandes car il est en vacances. J'ai donc repris le brassard de capitaine avec grand plaisir. Et ce soir, je ne serai pas seul puisque je serai entouré de mes acolytes que je vais vous présenter de ce pas. En plus d'être le comptable de l'émission, que dis-je, l'expert en chiffres, il est devenu co-rédacteur de SpaceHack. JC est avec nous ce soir. Salut JC. Salut Guillaume, bonsoir à tous. Lors de l'égalisation d'André Ayou à Lorient, il était entouré de Lorientais en tribune et a su contenir sa joie, non sans mal. Notre expert en stratégie sera à nos côtés tout à l'heure, ce sera Clément. Pas de Vivien ce soir, puisqu'il fête la Saint-Valentin à l'EHPAD avec madame, avec un jour de décalage. Alors laissez-moi vous présenter notre nouvelle recrue qui, on l'espère, sera titulaire le plus souvent possible. Il est aussi à l'aise avec les analyses de match qu'avec l'humour qu'il maîtrise à merveille sur les réseaux sociaux. Il est également bilingue, ce qui sera super pratique quand le hack sera en Ligue des Champions et qu'on invitera des invités étrangers. Thomas est avec nous ce soir. Salut Thomas. Salut tout le monde. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche. Nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat lié au space. Alors première partie de l'émission, on l'a intitulée Voyage Voyage. Alors, je vais vous épargner la chanson de Desireless. On va passer directement aux choses sérieuses. 4 déplacements consécutifs. Voici ce qui est arrivé à nos ciels et marines depuis notre dernière émission. On va pas revenir sur chaque match, mais sur des éléments clés pour nous aider à analyser cette période. Tout a commencé à Châteauroux avec une qualification plutôt tranquille, certes sur la plus petite démarche, 1-0 avec le premier but en pro de Steven Goura. Plutôt tranquille car en face, le hack n'avait pas un adversaire au mieux de sa forme, relégable en national et relégué administrativement par la DNCG. Le club de Michel Denisot n'a pas inquiété le hack qui n'a pas non plus fait un bon match. Ensuite, le hack est allé en terre bretonne défier un concurrent direct au maintien, le FC Lorient. Alors, ce match date, mais on va quand même faire un stop au moussoir quelques minutes si vous me permettez. Et pour en parler, j'ai retenu un tweet de notre ami Pierre Pissavi qui à lui seul résume ma pensée sur ce match. Je cite, « C'est fou cette capacité qu'on a à devenir aussi mauvais que nos adversaires. Hashtag FCL hack. » Le hack sortait donc d'une qualif en Coupe de France, mais surtout d'une victoire éclatante contre Lyon 3-1. Lorient, c'était très faible sur ce match. Comment a-t-on pu ne pas faire mieux que match nul là-bas, les gars? JC? Compliqué à dire. C'est vrai qu'on est passé par toutes les émotions sur ce match. Un début de match plutôt maîtrisé. On marque, on ouvre le score. Et puis, je sais pas, on a commencé un petit peu à déjouer, à reculer. Et puis, on s'est fait égaliser sur une superbe frappe d'une recrue lorientaise. Et malheureusement, c'est vrai que la mi-temps est arrivée. La deuxième mi-temps, en fait, le début de deuxième mi-temps était quand même plutôt cauchemardesque. On a eu du mal et on s'est pris un but, je veux dire, plutôt logique. Et puis après, on est revenu un petit peu dans la partie avec les changements de joueurs, notamment Ayou qui a apporté quand même pas mal de choses sur le front offensif. Et puis il a égalisé par deux fois. Mais c'est vrai que si on prend un peu de recul, on peut se dire c'est vraiment dommage dans le sens où Lorient était vraiment au fond du trou, il s'est dernier. Et puis finalement on s'aperçoit que Lorient commence à enchaîner. Alors qu'on aurait maintenu ce score de 1-0 un peu plus longtemps, peut-être qu'on aurait gagné et Lorient serait resté au fond de cave. Donc finalement, on les a un petit peu relancés sur ce type de match. Ouais. Thomas, par rapport au tweet de Pierre, est-ce que tu partages son avis qu'on est mauvais contre les mauvais adversaires? Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on a été flamboyant contre Lyon? Comment tu l'expliques, toi? Je suis assez d'accord avec Pierre. Et je vais même aller plus loin. À mon avis, c'est pareil aussi avec les grosses équipes. On joue très bien contre les gros, on joue plutôt mal contre les petits. Donc on a une fâcheuse tendance à se mettre au niveau de l'adversaire, en fait, j'ai l'impression. Mais bon, après, comme disait JC, Lorient, ils sont en train de se remettre en marche. Ils ont enchaîné 2 victoires depuis qu'on était là-bas. Je pense qu'on se rendra compte en fin de saison qu'à mon avis, un match nul à Lorient, c'était pas une si mauvaise affaire que ça. Je pense qu'ils vont se sauver, très sincèrement. Leurs recrues, elles sont flamboyantes, hein, notamment Bamba et Imran Louza. Donc voilà. Après, clairement, on a fait un mauvais match, hein, il y a rien à dire. C'est Ayou qui nous sauve.
Merci à lui. Mais bon, voilà, effectivement, on avait le match en main, on l'a laissé filer, finalement, on prend un point qui est un peu miraculeux, tant mieux. Mais voilà, moi je pense que Lorient, voilà, ils pourraient créer la surprise, hein. Ils sont déjà descotchés de la dernière place, ils sont en train de remonter, donc à mon avis, ils pourraient se sauver presque, je ne veux pas dire facilement, faut pas abuser, mais ils pourraient se sauver, quelques journées avant la fin s'ils continuent sur leur lancée. JC, toi, sur ce côté faible avec les faibles et fort contre les forts, tu penses pas que ça sera problématique si on continue sur ce schéma pour le maintien? Parce que si on joue mal contre les mal classés, c'est surtout là qu'il faut prendre des points, n'est-ce pas? Mm, mm. Je suis d'accord, mais je pense que c'est le syndrome du hack. Ça a souvent été le cas, même à l'époque en Ligue 2, donc je suis pas spécialement surpris. Et je suis pas sûr que c'est que au Havre, hein, que ce soit comme ça, parce que quand on voit, par exemple, Monaco qui a fait un match quand même assez moyen face à nous, qui a été capable de perdre à Rouen et qui a fait un très très bon match à Nice et a été remporté ce match. Donc bon, après c'est vrai que ça a évité, mais quelque part ça me surprend pas. Ouais, transition tout trouvé. Merci JC. Après ce déplacement dans la grisaille lorientaise, le courageux Ekmen était attendu à Roland-Garros, pardon, au stade Louis II, pour affronter l'un des cadors du championnat, l'AS Monaco. Alors, je dis Roland-Garros parce que les gens s'étaient choqués par ça, ne se lèvent jamais. C'est quand même incroyable. Enfin bref. Alors avant le coup d'envoi, je pense que nous étions nombreux à envisager une défaite sur ce match et nous avons été nombreux à nous tromper. Comme souvent face au gros du championnat, comme on l'a dit, le Hack a montré les muscles et a tenu tête à l'AS Monaco. Tenir tête uniquement, car dans les faits, le Hack n'a pas tenté une seule frappe sur cette rencontre et a trouvé la faille grâce à un CC. Oui, il joue toujours au foot, a priori, toujours pour le Hack. Quelques minutes après avoir concédé l'ouverture du score par Wissam Ben Yedder. Alors, au sortir de ce match à Monaco, on pouvait plutôt être fier de nous aussi, Alia Marine, JC. Pff, oui et non. Alors effectivement, on a pris un point. J'étais très content du résultat, mais après c'est vrai que par rapport au contenu, c'était assez faible. On est clairement venu défendre et tenter de récupérer un point, alors chose qui est faite. Hein. Mais après, c'est vrai que est-ce qu'on peut être fier de ce qu'on a proposé en termes de jeu je suis pas sûr. Moi, je pense que maintenant, il faut vraiment nous considérer comme une vraie équipe de Ligue 1 et on doit être capable de faire un petit peu mieux, même sur une grosse équipe comme ça de Monaco. Et toi, Thomas, quel est ton sentiment à la sortie de cette Mm. rencontre à Monaco? Bah, comme j'y sais, je pense qu'on peut pas être trop fier de ce qu'on a produit parce qu'on a globalement rien produit, hein. Je sais plus si vous aviez vu la statistique, mais les XG, donc les buts attendus, c'était 0,1. C'était quand même catastrophique. Merci à Monaco de nous offrir le premier match nul parce que, voilà, clairement sans ça, on n'aurait jamais marqué. On marque quand même un but avec 0 tir cadré à la fin du match, c'est assez ahurissant. Un petit problème technique, je sais pas si vous Maintenant m'entendez, les gars. Si, on entend. ouais, ouais. Mm. Je disais Je donc, vous ouais, entends maintenant plus par du contre tout. défensivement, C'est la cata. ah. Bon, du coup, je sais pas si on m'entend aussi. Moi, je Ça revenait, j'ai t'entends, des petits Thomas. problèmes de micro. Ah. Alors, je sais pas si vous m'entendez, les gars, mais je pense que Si, je vais si, on changer de t'entend, micro. Je vais revenir Guillaume. tout de suite. Ouais, D'accord. là c'est bon. Bon, du coup, je reprends, je continue mon analyse pendant que tu fais le changement. Donc je disais, ouais, par contre, bon, clairement, offensivement, c'était le désert. On retrouve le hack, inoffensif devant, comme malheureusement on a un peu trop connu, en Ligue 2 et même un peu en Ligue 1 sur la première partie de saison par moment. Défensivement, par contre, grosse prestation. On est pris par Monaco, qui est quand même une des meilleures attaques de Ligue 1. Ils nous prennent qu'une fois en défaut. Derrière, bon, coup de chance, on égalise rapidement, sans trop le j'allais presque dire sans trop le vouloir, c'est pas vrai, mais sans trop le mériter en tout cas, ça je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Et du coup, voilà, fierté du travail défensivement et de toute façon, si on regarde le mercato, bon, je sais qu'on en parlera plus tard, mais c'est pas pour rien si c'est nos défenseurs qui étaient les plus cotés, sur le marché. Alors, est-ce que vous Et m'entendez? devant, par contre, oui, moi j'entends en tout cas, Ouais, je ne vous entends pas, alors j'espère que ça va être problématique pour continuer l'émission. c'est sûr. Ouais, Est-ce que plus vous rien du tout. m'entendez, messieurs? Ah oui, on t'entend. On Moi, t'entend, Guillaume. Moi, je vous j'entends entends pas aussi. du tout. Oh là là. Après, c'est peut-être Twitter qui fait des blagues, hein, parce que moi, il m'a pas trop me laissé me connecter tout à l'heure.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Eh ben voilà, je suis de retour. Impeccable. Bon, alors, on en est tout. Je suis vraiment désolé pour ce problème technique. J'ai vraiment un problème de micro. Je crois que mon câble ne fonctionne plus très bien. On en était sur la réaction au match face à Monaco. Je suis désolé, j'ai pas entendu ton intervention, Thomas. Eh ben, je vais reprendre, écoute, moi Si ça me dérange pas. Tu je m'entends suis bien? désolé. Ouais, je t'entends très bien. Excusez-moi. Ça marche. Donc, bon, c'est pas grave, hein, il y a quelqu'un qui fera le montage Même après. pas, il n'y en a pas pour le coup. C'est les aléas du direct. Ah si, pour YouTube, ça ira. Moi, je suis sur YouTube, tu sais. Et bien voilà. Vas-y, Thomas. Donc je disais, ouais, globalement, offensivement, clairement, on n'a pas produit grand-chose et c'est presque miraculeux de marquer un but. Enfin, d'ailleurs, c'est pas nous qui le marquons, parce qu'on finit avec 0-1, but attendu, on n'a pas un tir cadré, on marque un but quand même, donc merci Monaco. Par contre, défensivement, c'était une belle prestation. Enfin, je veux dire, on a serré une des plus grosses équipes, une des plus grosses attaques de Ligue 1. On est pris en défaut qu'une seule fois, sur un très beau mouvement d'ailleurs. Il n'y a pas trop à rougir. Et finalement, on a obtenu ce qu'on était venu chercher. Je pense qu'on venait chercher un match nul. Alors, à mon avis, on visait plutôt le 0-0. Bon, on repart avec le 1-1. Mais voilà, ce point-là, il fait plaisir. Oui, en plus, Monaco est quand même un cadre du championnat, il ne faut pas l'oublier. Ramener un point de là-bas, ça n'arrivera pas à beaucoup d'équipes dans ce championnat. Donc, bon, certes, le match n'était pas exceptionnel de Monsieur Marine sur le plan offensif, mais comme tu l'as dit, défensivement, voilà, ils ont tenu la baraque et on a obtenu ce qu'on voulait. Donc voilà, encore un point important pris à l'extérieur qui plus est. Donc comme je disais chez un gros, la route vers le maintien est toujours aussi éclaircie chez nos ciels marines. Mais avant de retourner au charbon en Ligue 1, le HAC avait un autre défi à relever, celui de se qualifier en quart de finale de Coupe de France. 60 ans après leur dernière participation à ce stade de la compétition, et pour cela, il fallait aller défier le Racing Club de Strasbourg sur ces terres alsaciennes. Strasbourg qui était en grande forme avant ce match, et ça s'est confirmé. Thomas, c'est pas encore cette année qu'on ramènera la coupe à la maison. Qu'est-ce qui nous a manqué sur ce match selon toi? Qu'est-ce qui nous a manqué? Trois titulaires en défense, en gros. Hein. Parce que c'est vraiment défensivement qu'on a été extrêmement friable. Hein. Le match, je pense qu'on l'a tous regardé en entier. Franchement, on reconnaissait pas le hack en fait. Hein. Défensivement, on était vraiment à la rue. Le pauvre Casimir à gauche, il a fait ce qu'il a pu. Hein, et merci d'avoir dépanné. Mais clairement, ça le faisait pas. Salmier, là où je suis vraiment un peu triste, c'est que Salmier, voilà, c'était censé être un taulier et clairement, il a pas joué son rôle. Et même Eladjam m'a déçu parce que je l'ai pas trouvé flamboyant, alors que voilà, tu te souviens du Eladjam en Ligue 2, il était impressionnant par moments. C'était un vrai mec qui avait la niaque, qui allait au charbon. Et là, je l'ai trouvé plutôt effacé. Bon, enfin, après, faut dire que le scénario ne nous a pas aidé non plus. Mais voilà, clairement, ce qui nous a manqué, je pense, c'est la solidité défensive. Si on avait une autre ligne de titulaires derrière, on aurait sans doute pu emmener Strasbourg au penalty, je pense. Et après, au penalty, ça dépend comment tu les joues, hein, mais au moins, tu as une chance sur deux au point de départ. Quoi. Alors que là, ouais, on n'a pas été bon derrière. Ouais, j'y sais, Strasbourg, quand même, c'était un ton au-dessus, hein, j'ai l'impression, par rapport au match de championnat où on avait été joué là-bas et perdre dans les arrêts de jeu. On a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé chez eux. Hein. Une équipe beaucoup plus forte et beaucoup plus. Voilà, qui va être moins concernée par le maintien maintenant et qui va faire peut-être de belles choses cette saison. C'est vraiment une autre équipe qu'on avait en face, je trouve. Ouais, j'ai l'impression que le match qu'ils ont fait en championnat contre nous a été un match charnière pour eux. Car depuis, en fait, ils ont enchaîné des résultats plutôt positifs. Et ils sont au milieu de tableau et oui, il devrait y rester certainement un bout de temps. Donc oui, plutôt une belle équipe quand même si c'est pas impressionnant quoi. Vous voyez, moi je peux pas dire que j'ai été impressionné par cette équipe de Strasbourg. Franchement, dans un autre contexte, on aurait dû les regarder droit dans les yeux. Donc bon, par exemple là, au match retour en championnat, oui, c'est une équipe que je nous vois bien les battre. Hein. Clairement. Ouais, quand même, s'il y a un joueur, allez, Thomas, que tu dois retenir, une prestation que tu dois retenir sur ce match, même si on n'a pas été. Sur le match de Strasbourg. Hein. Ouais, s'il y a un joueur que tu dois retenir, peut-être André Ayou, hein, comme on l'a dit, qui est revenu de la CAN. Ouais, c'est vrai, c'est le seul qui se détache. Métamorphosé, on va dire. Ouais, voilà, son but n'était pas facile à mettre. Hein. Alors là, pour le coup, moi, j'avoue qu'André Ayou, je m'en souvenais plus trop parce que j'ai pas trop suivi la première ligue et la Ligue 1, lui, c'était loin. Mais ce jeu de tête qu'il a, c'est impressionnant. Après, sur ce match-là, ouais, honnêtement, on a tellement été transparent qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, la passe de Grand Cyr était belle aussi, elle n'était pas évidente à faire. Mais à part ça, voilà. Juste moi, voilà, j'ai trouvé, on en reparlera peut-être après, mais moi j'ai trouvé les gens assez violents envers Gorgelin qui a pas fait un mauvais match, par exemple. Enfin, il a pas fait un bon match non plus, hein, mais
Mais voilà, j'ai trouvé pas mal d'injustices dans les commentaires parce que je vois pas bien ce qu'il peut faire de plus sur les buts qu'il prend, quoi. Bah, justement, on va en parler. Je comptais en parler de toute façon. Donc, ça fait partie des deux faits majeurs de cette rencontre. Enfin, deux faits majeurs. Non, oui, je voulais revenir sur la prestation de Mathieu Gorgelin qui, sur les réseaux, a été pas mal critiqué. JC, qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation? Les gens, ouais, lui sont tombés dessus pour le but qu'il a pris entre les jambes, etc. Voilà, je sais pas. Quel est ton sentiment par rapport à la prestation de Mathieu Gorgelin? Non, moi je trouvais qu'il avait fait un match totalement honnête. Il a fait des belles parades, il a sauvé à plusieurs fois les buts. Effectivement, il se prend un but un peu malheureux. Bon, bah ça peut arriver. C'est pas sur ça qu'on perd le match, hein. Enfin, pas pour moi en tout cas. Après, ce qui paye en fait, c'est un peu pas son état d'esprit, mais sa façon un peu perdante. Enfin, c'est un peu ce sentiment qu'il est un peu loser. Vous voyez, c'est ça qui est un peu dommage. Qui manque un peu de panache. Et je pense que c'est surtout ça qui a du mal à passer. Un manque de sérénité, j'ai l'impression. C'est vrai que, alors, pour vous donner mon avis, c'est vrai que quand je vois Mathieu Gorgelin, je sais pas si c'est réputation, les coms que je vois sur les réseaux, je suis moins serein quand je vois dans les buts et j'ai l'impression qu'il dégage moins de sérénité qu'Arthur Desmas. Voilà, je sais pas si c'est partagé ou quoi, mais voilà, Je pense vrai que Ouais. Ce qu'on sait, c'est que principalement, on sait surtout, c'est que dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui est fortement apprécié. Et ça, c'est quand même ultra important. Ouais. Et limite peut-être même le plus important pour le club. Après, ce qui dégage à l'extérieur, effectivement, ça fait pas rêver, mais c'est comme ça. Hein. Ouais. Et je pense qu'il paye aussi un petit peu son histoire avec le HAC, en fait, parce qu'on l'avait recruté pour être un numéro 1 qu'il n'est jamais vraiment devenu. Enfin, il avait fait une bonne première saison, puis après, il perd sa place. Au moment de l'arrivée de Desma, je sais pas si on s'en souvient, mais on pensait qu'il redeviendrait numéro 1, et puis finalement, non. Et en fait, je pense qu'il est tout simplement, et je dis ça sans méchanceté aucune, parce que je trouve encore une fois qu'il a fait un bon match, mais je pense qu'il est taillé pour être numéro 2, en fait. Donc voilà, quand tu le vois titulaire, c'est pas forcément que tu stresses, mais que tu sais que c'est pas le gardien qui est censé être là en permanence, quoi. Donc voilà, je pense qu'il a un peu cette image-là. Alors, d'éternel numéro 2 et il a jamais vraiment réussi à se relancer au HAC à part sa première bonne saison. Finalement, il a été principalement numéro 2 chez nous aussi. Ouais, tout à fait. Si quelqu'un veut intervenir sur Mathieu Gorgelin, le défendre ou au contraire le critiquer, n'hésitez pas, pardon, n'hésitez pas à prendre la main et demander une demande d'intervention en bas à gauche avec le micro. Autre fait marquant de ce match, c'est Daler Kouzaïev qui se fait expulser logiquement avec un tacle assassin sur le Strasbourgeois. Thomas, c'est vrai que depuis quelques matchs, on voit un Daler qui est un peu en deçà par rapport à ce qu'on a connu de lui au début de saison. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est la cerise sur le gâteau de voilà, est-ce que voilà, il n'avait pas besoin de cette période de repos sans jouer pour se remettre? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si on en avait besoin. En tout cas, nous, on n'en avait pas besoin parce que là, on manque clairement d'options au milieu en ce moment. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, je crois que c'était dans un space précédent, je sais plus qui en avait parlé ou c'était peut-être sur Twitter, mais quelqu'un qui avait dit qu'il a aussi le rythme de la compétition russe, hein. Il a 10 ou 12 saisons de championnat russe derrière lui et que le championnat russe de novembre à février ou mars, je sais plus, il y a pas de match, c'est la pause, c'est la trêve. Donc on va dire que son rythme physique, il est pas forcément taillé pour jouer l'hiver, on va dire. En tout cas, sans doute pas pour être au top. Et non, par contre, sur ce match-là, clairement, il a pété un câble. Je pense qu'il était trop frustré. Son tacle est moche, il est vilain. Enfin, le rouge est largement justifié. La sanction devait tomber aujourd'hui, mais je crois qu'elle n'est pas tombée finalement. Mais il va prendre sans doute une sanction assez sévère. Non, alors comment c'est Foot Normand qui a eu Mathieu Bodmer et apparemment il passerait que la semaine prochaine en commission de discipline, donc ils sont pas pressés à la 3F, hein, ça c'est sûr. Non, clairement, alors que nous on a besoin de notre Daler, donc ce serait bien de nous le rendre à un moment. Et puis après, si lui effectivement cette pause ça lui permet de faire une petite introspection et de revenir plutôt comme le Daler du mois d'octobre-novembre que comme celui de décembre-janvier, ça nous arrangerait tous. Et toi, JC, quel est ton sentiment sur qu'est-ce qui s'est passé avec Daler selon toi et c'est un geste sur le match à venir?
Bah, déjà, c'est un geste complètement incompréhensible. Faire ça au niveau du rond central, enfin, franchement, il y avait pas de grand danger. Donc, c'est plus une sorte de pétage de plomb. Mais on est un petit peu habitué à cette façon de faire parce qu'on est déjà à 5 ou 6 expulsés. Donc, bon, voilà, je veux dire, chacun son tour. Là, ça, c'est lui qui a fait ça. Bon, qui sera le prochain, quoi. C'est un peu particulier, mais ça veut certainement dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que le geste en tant que tel, il est complètement incompréhensible. Mm. Et derrière, bah, c'est vrai qu'on va être pénalisé, parce que c'est une solution au moins au milieu de terrain, un joueur d'expérience. Enfin, c'est vrai que ça va être compliqué. Ouais, tout à fait. Et pour ajouter là-dessus, là où ça nous pénalise vraiment, c'est que, bah, c'est un de nos joueurs techniques, au milieu avec Targaline et Keshta et que ça tombe au moment où Targaline est à nouveau blessé et on sait pas pour combien de temps, enfin, sauf si vous avez vu des nouvelles, moi j'ai rien vu passer, récemment et Keshta, il est en grosse baisse de régime, notamment justement sur sa justesse technique donc ça nous fait mal dans le sens où, voilà, nos profils techniques sont tous un petit peu, indisponibles, ou en tout cas pas au niveau où on les attend et du coup, à part si tu fais ressortir un Mokran Bentoumi, mais on l'a pas vu de la saison si je dis pas de bêtises, donc je pense pas qu'il va arriver, titulaire en Ligue 1 tout de suite. Bah, il nous manque un peu, voilà, cette capacité et je pense que, voilà, ça risque de nous porter préjudice si ces joueurs-là reviennent pas rapidement. Bah, heureusement qu'on a eu le retour de Touré, parce que si on n'aurait pas eu Ah ouais. Touré, là, on aurait été très mal contre Rennes. Et à votre avis, est-ce que ça serait pas l'occasion pour le banni, entre guillemets, Rassoul Ndiaye de revenir et de retenter sa chance? Bah, possiblement, de toute façon, il y a des places à prendre, mais après, c'est grâce Rassoul Ndiaye, il a plus un profil, défensif. Donc, il est plus en compétition normalement avec Abdoulaye Touré ou avec Targaline, qu'avec un Kouziev ou un Keshta. Donc, mais bon, après, c'est pas un mauvais joueur. Il a fait plutôt des matchs corrects, bah, notamment à Strasbourg. Donc, voilà, s'il a envie de se révéler en Ligue 1, c'est le moment. Vas-y, mon grand. Les gars, petit point technique, du coup, j'ai mon deuxième micro qui a lâché. Est-ce que vous m'entendez toujours aussi bien ou pas? Oui, Toujours très bien. c'est bon pour Bon, moi. on va la faire sans micro et puis voilà. Et je suis vraiment désolé pour ces contretemps. Dernier sujet, donc où je pense qu'on a fait le tour quand même de ce match à Strasbourg qui commence à dater maintenant. Dernier sujet avant de passer au quiz de CSC sans CSC, l'effectif. Puisque entre-temps, depuis notre dernier space, le mercato hivernal s'est terminé et on a perdu pas moins de 5 joueurs au Havre. Donc Diawara, pour rappel, Diawara a signé en prêt dans notre club satellite, Concarneau. Mohamed Koné a également été prêté, mais à Dunkerque cette fois. Et enfin, dernier prêt, celui de Issa Soumaré du côté d'Auxerre. Nolan Mbemba, quant à lui, a été transféré à Grenoble. Et dernier départ, et non des moindres, celui d'un joueur marquant de ces dernières années au HAC, Nabil Alioui, parti en Turquie à l'Adana Demirspor. JC, le HAC paraît quand même diminué pour aborder les matchs retour. Alors, c'est vrai qu'on a perdu en quantité, ça c'est indéniable. Après, c'était des joueurs qui avaient pas ou peu de temps de jeu, donc qui avaient besoin aussi éventuellement de se relancer en partant de chez nous. Pour nous, ça va permettre aussi, il y a un côté positif de donner la chance ou du moins de poursuivre et donner beaucoup de temps de jeu à des jeunes comme Ngoura, comme Logbo, comme mince, le petit dribbleur sur le côté, Joujou par exemple. Enfin voilà, ça c'est. Ah, attendez. Ouais, c'est. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Enfin, moi, je t'entends. Alors, c'est assez dingue, c'est que je m'entends moi-même. Oui, Dans mon je t'entends casque. double, moi. Bon. Oui, donc je disais, ça va donner du temps de jeu à d'autres joueurs, notamment, enfin ceux de notre effectif et puis notre petit Joujou. Est-ce que vous m'entendez toujours, les amis? Oui, Oui. c'est bon pour moi. Oui. C'est parfait. Oui, on a eu on a vraiment des problèmes techniques ce soir. Ah, Ouais, c'est ça, c'est le sort de la loose. Je savais déjà qu'on allait être en petit On va comité dire ce ça. soir. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour saluer Pierre qui nous a rejoint. Pierre, j'ai déjà cité ton tweet. Je vais le relire si jamais tu réécoutes pas l'émission. C'était au sujet de Lorient, où tu avais dit c'est fou cette capacité qu'on a à devenir aussi mauvais que nos adversaires. Et on a pu rebondir sur ton tweet pour essayer de comprendre pourquoi le HAC était aussi mauvais contre les équipes qui jouent le maintien. On va pas refaire le débat, mais voilà le petit teasing.
Tu pourras nous donner ton avis, hein, avec grand plaisir si tu veux intervenir. Par rapport au mercato, le départ de Nabil Alioui, Thomas, est-ce que c'est problématique pour nous, pour la lutte dans le maintien? Et je voulais savoir si, à ton avis, est-ce qu'il n'était pas trop juste pour la Ligue 1? Bah, justement, moi je le trouvais un peu juste, Nabil, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'était un joueur qui a apporté beaucoup. Je rappelle, on l'a pas souvent dit, mais que ça a été notre joueur le plus décisif, hein, en termes de stats l'an dernier avec, 6 buts et 3 passes décisives. Donc merci, pour tout ça, vraiment, sincèrement. Maintenant, effectivement, moi je le trouvais pas taillé pour la Ligue 1. Alors il a fait un début de saison canon avec ses 4 buts, mais bah, finalement depuis, c'était quoi? C'était en septembre, je crois, son 4e. Bah, depuis c'était un peu le désert, au point qu'il avait perdu sa place de titulaire et voire même qu'il rentrait peu, voire parfois pas du tout. Donc non, après des 5 qu'on a laissé partir, c'est clairement la plus grosse perte parce que c'est lui qui était le plus présent. Mais je pense sincèrement que le HAC a les armes pour se maintenir en L1, sans Nabil Alioui, malgré tout le respect que j'ai pour lui et je lui souhaite une bonne continuation. D'ailleurs, il joue toujours en ciel et marine, je trouve ça mignon. Voilà, je sais j'irai pas jusqu'à dire qu'il était pas taillé pour la Ligue 1 parce que voilà, il a quand même fait des bonnes choses. Mais, voilà, je pense qu'on c'est pas une perte, incommensurable. Je pense qu'on arrivera à s'en remettre et voilà. C'est la fin d'une belle histoire. Il nous a apporté beaucoup. On l'a vu grandir parce qu'il est arrivé, il était tout minot, hein, je crois qu'il avait 19-20 ans. Mais, voilà, je pense qu'on peut arriver à se maintenir sans Nabil et je pense que d'ailleurs le staff pense pareil, hein, sinon il l'aurait pas laissé partir. Oui, oui, j'imagine que le staff, voit large et puis qu'on a un effectif suffisamment taillé pour poursuivre. Donc aucune recrue, hein, durant le mercato, hein. Jusqu'au dernier moment, on a cru signer le jeune Malang Sarr de Chelsea. Le joueur était même au Havre, hein, pour signer son contrat, mais au dernier moment, Chelsea a fait, dans un nouveau revirement, à empêcher le joueur de signer. Comportement dégueulasse, hein, de Chelsea, n'ayons pas peur des mots, et coup dur pour le joueur et pour le hack, Thomas, non? Bah, complètement, parce que c'était le poste qui était ciblé en plus. On l'a vu, hein, ça nous quand, Opéry est pas là, bah, clairement, on a une grosse déficience derrière, hein. Josué Casimir, il fait ce qu'il peut, mais c'est ni son poste de formation, ni son poste de prédilection. Et c'est vrai que Malang Sarr, il a cette capacité à jouer à gauche, comme dans l'axe. En plus, là où c'est vraiment frustrant parce qu'on a tous eu les détails un peu le lendemain, hein, vu qu'on s'attendait pas à une signature. Là où c'est vraiment frustrant, c'est quand tu as les détails le lendemain et que tu vois l'affaire. Donc il était au Havre, donc il était prêt à venir, ça c'est sûr. J'ai même cru voir qu'il avait signé son contrat, mais qui a pas pu être homologué du coup. Et surtout, bah, tu vois qu'il n'était pas venu pour l'argent, parce qu'il avait apparemment coupé son salaire, mais d'une manière, incroyable, un peu comme Daler Kuziev pour venir chez nous. Chaque fois que Chelsea lui demandait de prendre moins dans son départ, dans sa résiliation, il disait oui. Donc c'est vraiment un mec qui voulait se relancer, qui avait envie de jouer, qui avait envie de se donner pour le collectif. Donc un peu justement la marque du recrutement, hein, sous Bodmer depuis 2 ans. Et juste parce que voilà, un mec dans un bureau au fin fond de Londres a décidé que bah non, je voulais le garder parce que quand même le gars il est 73e sur ma liste des joueurs, faut que je le garde. Ça la met mauvaise et effectivement et c'est pas classe du tout de la part de Chelsea, ouais. Ouais, et pour rappel, hein, le joueur n'a même pas de numéro de maillot, quoi. Il s'entraîne même pas avec les pros. Enfin, il est vraiment Ouais, ouais. au placard là-bas, et le comportement de Chelsea, vraiment. Ouais, tu avais même le coach qui avait découvert qu'il avait ce joueur dans son effectif en conférence de presse quand un journaliste lui a posé la question quand même. C'est lunaire. C'est incroyable. On sait que, bah, j'espère pour lui qu'il sera libéré à la fin de la saison, et peut-être qu'on sera toujours là pour l'accueillir. Je ne sais pas comment ça sera, si on sera, j'espère, toujours en Ligue 1, mais on verra ça. J'y sais, la seule satisfaction, comme je disais tout à l'heure avec Thomas, de côté de l'effectif, ça serait pas l'élimination prématurée du Ghana à la CAN, puisqu'on a l'impression qu'André Ayou est transfiguré depuis qu'il est revenu de là-bas. Pas totalement. C'est comme si c'était une recrue finalement, parce qu'il avait quand même très très peu joué à son arrivée fin novembre. Et quelque part, il remplace numériquement Alioui, hein. Moi, je le prends comme celle, hein. Ouais, c'est ça. Il a marqué 3 buts en 2 rencontres. C'est quand même incroyable. Et puis il a un jeu de tête, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc ça, c'est très très important pour nous. Exactement. Ouais, 2 buts sur les 3 marqués de la tête, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ça ouais, 2 sur 3. Ouais. C'est quand même impressionnant, et on a l'impression même qu'il pèse plus sur le jeu que cela l'a été avant la CAN. On a l'impression vraiment qu'il a retrouvé ses jambes de 20 ans. Enfin, je ne sais pas, mais ça, voilà, c'est impressionnant, et j'ai hâte de le revoir sur les prochains matchs. Ouais. Exactement.
Messieurs, si vous me permettez, on va passer au quiz de CSC, sans CSC, hein, puisque pour rappel, monsieur est à San Siro pour supporter son 3e club de cœur. Hein, on ne sait pas combien il en a au final, mais bon, il a pris soin de nous écrire ce petit quiz avant de partir. Thomas, pour ta première, on va te lancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui souhaite affronter Thomas pour le quiz de CSC? N'hésitez pas. Manifestez-vous, je vais attendre une petite minute, sinon ça sera notre JC national hein, qui va s'y coller un duel Space Hack. Je vous préviens, il nous a concocté un petit quiz. N'hésitez pas à lever la main ou à faire des demandes d'intervention et puis. De toute façon, j'ai pas peur, je les prends tous un par un, moi aussi. Bah vas-y, quand tu veux. Il n'y a pas assez de questions, mais problème. Bon, a priori, personne n'est chaud pour t'affronter. On va commencer. JC, si tu me permets, on va laisser l'honneur à Thomas de commencer. Bien sûr. Merci bien. Question numéro 1. Thomas, quel a été le score au match aller contre Lille? Ah bah j'y étais, donc je vais m'en souvenir facilement. On avait pris 2-0. Lille avait gagné. Exactement, tout à fait. JC, le premier but a été marqué par une superbe frappe de Zegrova et le second un CSC. Quel défenseur a vrai mis ce CSC? Waouh. Tac. J'hésite entre deux joueurs. J'hésite entre Sanganté et Salmier. Je veux dire Salmier. J'ai pas entendu, c'est ça? Ah, je vous entends plus du tout. Ah bah oui, moi j'entends. Je ne sais pas ce qui se passe. Décidément, ce soir, ça ne va pas du tout. Ouais. Bon, moi je confirme, c'était bien Salmi. Bon, bah au moins, ok. Je t'ai entendu. Thomas. Je crois qu'on a perdu Guillaume par contre. Là, il a coupé son micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tu es revenu. Ouais, vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est incroyable. C'est vraiment le space de la 12. Du coup, je n'ai pas entendu si tu m'as répondu. J'ai dit Salmier. C'est bien ça. Alors, CSC nous a mis Johan Palmier. Oui, Palmier, il défend aussi bien qu'un arbre. Ah oui. Je ne sais pas quoi penser de ça. Ouais, j'avoue, j'avais hésité avec Sanganté. Mais ouais. Ouais, j'avais entendu ton hésitation et puis les problèmes techniques ont fait que. Voilà. Question numéro 2 pour Thomas. Qui est l'entraîneur actuel du LOSC? Oh, c'est. Le nom va pas me revenir. Comment il s'appelle? Avec un très joli brushing qui peut lutter avec Elsner d'ailleurs. J'ai envie de dire Fonseca, mais je suis plus sûr. Excuse-moi, tu m'as dit? Je dis, j'ai envie de dire Fonseca, mais je suis plus sûr à 100%, je t'avoue. Eh ben, je te l'accorde, même si je n'ai pas son prénom, c'est Paolo Fonseca, exactement, ouais. Ah, Paolo, ouais, merci. Paolo Ouais, pas de souci, ça fait un plaisir. Bon, Serge, c'est comment se nomme le stade actuel du LOSC? Le Père Mauroy. C'est ça. Bien vu, mon JC. C'est bien. Bravo, les. Alors, Thomas, le dernier LOSC Hack en Ligue 1 était lors de la 19e journée le 20 décembre 2008. Dans quel stade se jouait la rencontre? Ah, c'était le stadium de Villeneuve-d'Ascq. Eh bien, c'est bien ça, exactement. Ouais, avec sa piste d'athlétisme autour, ouais. C'est ça, magnifique. Et durant cette rencontre, JC, les Ciels et Marines se sont inclinés 3-1. Qui était le buteur à vrai? Indice, il a fini sa carrière à Laval. Ouais, très très connu. Hassan Allah. Bien. Il avait marqué un magnifique coup franc, je me souviens très bien. Ouais. Oui, on l'a revu sur les réseaux. Hein. Ouais. Oui, mais on l'a revu sur les réseaux là. Aujourd'hui, je l'ai vu sur Twitter. Ouais, Thomas, quel joueur a signé son premier contrat pro avec le Hack en 2008 et qui est ensuite parti au LOSC en 2012 pour la somme de 3 millions d'euros? Un beau petit chèque. Hein. Ouais. Un que j'aurais bien aimé voir concrétiser, mais finalement, il nous a donné ses meilleures années. Je pense que c'est Ryan Mendes. C'est exactement ça, Ryan Mendes. Pour l'instant, c'est un sans faute. Je disais, la dernière fois que le Hack s'est tissé en 8e de finale de Coupe de France, c'était lors de la saison 2012-2013. Contre quelle équipe les Ciels et Marines s'étaient également inclinés à l'extérieur? Evian Antonio Gaillard. Bravo, finaliste la même année contre les Girondins de Bordeaux. Dis donc les gars, c'est pas mal. Heureusement que j'ai écrit une question bonus pour vous départager. Okay. Question numéro 5, Thomas. Si je te dis Niort, le LOSC, Hack, Metz, Caen et actuellement Bourg-en-Bresse,
Tu me réponds quel joueur? Oula. Encore en activité? Et tout à fait, il a Bourg-en-Bresse à l'heure actuelle. Ah vache, je savais même pas qu'il joue encore au foot à Bourg-en-Bresse. Ah, attends, tu m'as dit Niort. LOSC, donc Lille, Ouais. Le Havre, Metz, Caen et actuellement Bourg-en-Bresse. Ah, je vois pas celui-là, je l'ai pas. Mais je le mettrai dans une devinette sur, sur Twitter plus tard, du coup. Non, là, je vois pas. Alors c'est là, t'as le droit de l'engueuler. Hein. C'est Jonathan Rivierez. Ah ouais, bien vu. Ah bah je savais pas qu'il joue encore, tu vois. Et moi non plus. Et JC, la 5e et dernière question pour te tenter de remporter ce quiz. CC, j'ai bien fait d'écrire une question bonus parce qu'ils sont très forts tous les deux. JC, si je te dis Partizan Belgrade, Radniki, Antwerp, Lille, Le Havre et l'OM, tu me réponds? Ah, si, Beganovic. Non, c'est Zarko Olarevic. Ah non, je suis tout jeune, moi, tu sais. Hein. Bah oui. T'es comme CSC, toi, t'es un petit jeune. Du coup, les gars, pour vous départager, je vais vous poser une question bonus, puis le premier qui me répond va gagner ce quiz. Donc, si je vous dis dans le même genre, Lille, Le Havre, Charleroi, Mons, Virton, Péruvel et Avion en Régional 1 depuis août 2023, club entraîné par un ancien Lillois, Pascal Sigan. Oh la vache. Ouais. Waouh. Ouais, attends. Là, non, tu peux répéter. Parce que là, il y a trop de clubs là, attends. Repose doucement la question. Vous voulez que je le refasse? Vas-y. Ouais. Je vous le refais. Ça commence par Lille, Le Havre, Charleroi. On reste en Belgique, à Mons, à Virton, à Péruvel et maintenant à Avion en Régional 1 depuis août 2023. Donc quelqu'un qui n'a pas percé après être passé chez nous, ça c'est sûr. Charleroi. Oh la vache, un Lillois qu'on aura récupéré pour l'envoyer en Belgique. J'ai pas l'impression qu'on a eu beaucoup de joueurs qui ont fait déjà Lille-Le Havre. Déjà, ça. Ouais. Formé à Lille, du coup. Formé à Lille, ouais, tout à fait. C'était qui celui-là là oh là. Et de mémoire, il a été prêté par Lille au Havre. Je crois savoir. Je sais plus son nom, mais c'était pas un géant là qui faisait 1m90, un attaquant au pied carré. Je connais pas ses mensurations. Pied carré, ça j'en suis sûr. Attends, je vais la regarder ses mensurations. Et s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui répond? Si. Basseya. Non. Il faisait 1m82. Est-ce que quelqu'un a répondu dans les commentaires? Je vais aller voir. Non. Personne n'a répondu pour l'instant. Parce qu'il joue encore, donc. Ah ouais, il a rechaussé les crampons et je pense pour rejoindre Pascal Sigan, hein, qui l'a joué à Lille. Vous n'avez pas? Non, moi j'ai pas. Non, moi non plus. Il est né le 4 janvier 85, il a 39 ans, c'est Peter Francard. Oh, ah ouais. Ah oui, bah oui, il était venu quand on était en Ligue 1, lui. Il avait fait une saison. Moyenne. Il avait joué 15 matchs, il avait marqué un but. Ouais. Oh la vache, oui, je l'avais oublié. Oui, moi aussi, complètement. Sur cette superbe information, je vous propose. Il est très oubliable. Oui, c'est un défenseur, Antoine, oui. Bon, c'est un peu tard, mais. J'ai tenté, hein, j'ai dit du Basseya, j'ai cherché, hein, mais là non. Non, mais au moins voilà, je vous rappelle, voilà, il y a eu très peu de joueurs a priori qui ont fait effectivement le Lille, Le Havre. Donc voilà, c'était l'occasion de Basseya, mais du coup Francard a marqué plus de buts avec le Hack que Basseya. Ouais. D'ailleurs, Basseya, je sais même pas s'il était de Lille, hein. J'ai dit ça un peu au hasard. Je crois qu'il venait de Lille, ouais, puis après il est parti en Angleterre ou il était en Angleterre avant, je sais plus. Mais en tout cas, il vous a laissé de bons souvenirs, vous vous rappelez encore de lui. Oui. Il a fait Écoute, il a fait un contrôle légendaire. Voilà. Tu vas nous ressortir ça, toi. Moi, j'ai le souvenir d'un match que j'avais fait en déplacement à l'époque, c'était un Tour Le Havre. Je crois que c'était un match de Coupe de la Ligue, mais vous savez, à l'époque, c'était les matchs avant, de pré-saison. Donc, oui. Et il avait dû taper je sais pas combien de fois les poteaux. Enfin, c'était dingue. C'était dingue. Ouais. Il était attiré par les poteaux. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'on le garde aussi longtemps, parce qu'il avait fait 19 matchs quand même, pour un gars qui était... Désolé, hein, Cédric, mais qui était une buse, quoi. Enfin, t'avais rien d'autre à mettre à la place, quoi. Je suis pas sûr qu'il nous écoute, hein, t'inquiète pas. Non. Bon, les gars, oui, en tout cas, bravo, parce que vous avez fait, le quiz de CC, d'habitude, n'est plus relevé. Enfin, oui, il est relevé, vous étiez trop fort.
Vous quittez Bah, sur un merci. score de 4 partout, donc bravo. C'était Voilà. vraiment un très beau duel, ouais, effectivement. Voilà, Donc pas de mécontent. on va attaquer la deuxième partie de l'émission jusqu'à ce que mon micro redéconne, hein, parce que de toute façon ce soir c'est que ça, hein, jusqu'au prochain problème technique. Et on va aborder donc le match de dimanche dernier contre Rennes et on va parler un petit peu en préambule du match donc, à Lille de samedi à 17h. Donc fini les voyages, hein, les Hackmen étaient de retour à la maison dimanche dernier pour affronter un autre club breton, le Stade Rennais. Et quoi de mieux pour accueillir les Sémarines qu'un stade rempli comme un œuf avec 22 700 spectateurs. Un taux de remplissage impressionnant depuis le début de la saison qui confirme qu'il y a un réel engouement autour du hack, hein, JC, peu importe l'adversaire d'ailleurs. Ah, totalement. Moi, je suis vraiment impressionné de voir ça de mon canapé, parce que comme vous savez, hein, je suis un petit peu loin du stade, et c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur. Je pensais pas que ce serait quelque part possible au Havre d'avoir autant de spectateurs, de supporters sur une période aussi longue, parce que mine de rien, on enchaîne les guichets fermés. Et moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Franchement, j'en suis très fier. Ouais, donc grosse ambiance hein, donc pour démarrer cette rencontre avec une équipe du hack presque au complet, avec notamment le retour de Sanganté Lloris en défense centrale et la titularisation de Loïc Nego au milieu de terrain. Une compo presque parfaite compte tenu de l'absence de Targaline et Koudziev. Thomas, dans un schéma tactique qu'on n'avait pas revu depuis un petit moment, il me semble, hein, avec une défense à 4. Hein. Ouais, et une belle équipe. Je t'avoue que moi j'avais peur que les blessés, enfin, c'était pas des grosses blessures, mais qu'ils soient parmi, hein, notamment Lloris et Sanganté. Donc ça fait du bien de les retrouver. On a retrouvé notre ligne de base derrière, avec Desmas dans les buts et puis nos quatre alignés. C'est sans doute plus au milieu qu'on a dû bricoler, effectivement, comme tu dis, hein, il n'y avait pas Targaline, il n'y avait pas Kouziaev. Mais voilà, ouais, on a retrouvé une compo relativement classique, avec quand même quelques arrangements du fait des absences. Mais voilà, et c'est le schéma dans lequel je pense qu'on est le plus à l'aise. Hein. Je veux dire, à chaque fois qu'on a essayé de s'en écarter, on y est revenu au bout d'un moment. Je pense que voilà, même si je sais qu'en début de saison, Lucas Elsner il voulait s'offrir des options, le 4-3-3, je pense que ça reste clairement notre composition de base. Quoi. Ouais, donc on assiste à une grosse entame de match hein, de nos Havrais, comme souvent à domicile d'ailleurs, avec notamment un pressing incessant de nos offensifs et de nombreux duels remportés par nos milieux de terrain. Thomas, ça devient quand même une habitude pour le Hack de bien rentrer dans leur match, même contre les gros. On a peur de personne. Hein. Non, ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure avec le tweet de Pierre. Hein. Autant effectivement contre les petits, on a tendance à déjouer, autant contre les gros, on n'a pas peur, on y va, on bombe le torse et on essaye d'imposer notre style de jeu. Il y a guère que contre Lille au match aller et contre Marseille en grosse équipe où on n'a pas fait grand chose, mais sinon hein, effectivement on n'a pas peur, on y va, on bombe le torse et on essaye de dérouler. Et effectivement la première mi-temps était, alors on n'a pas été récompensé, ça c'est dommage parce que du coup ça nous coûte. Je pense que c'est en première mi-temps qu'on doit faire la différence hein, très clairement. On n'a pas été récompensé, c'est dommage, mais on fait une très bonne première mi-temps. On a une balle qui frappe le poteau. On a quand même pas mal de situations chaudes sur le but de Mandanda. Mais on en revient à cette inefficacité. Hein. Tu peux faire tous les bons matchs que tu veux. Si tu plantes pas, tu plantes pas. Quoi. Ouais, c'est ça, j'y sais. Cette première mi-temps contre Rennes, est-ce que ça serait pas l'une des plus abouties qu'on a pu voir cette saison de la part du Hack? Bah, c'est ce que je pense. Moi, c'est ce que je pense. Alors, certes, le résultat ne le présage pas, mais c'est vrai que ce 0-0 à la mi-temps était, comment dire, très enthousiasmant, et j'ai vraiment aimé notre façon de jouer. Alors, pour moi, on était plus sur un 4-4-2 que sur un 4-4-3, notamment sur le côté droit, pardon, avec la relation Nego-Casimir que j'ai apprécié, sauf dans la finition où, par exemple, je trouvais que la qualité de centre de Nego était très faible. Mais non, pour revenir sur cette première mi-temps, franchement, j'ai pris mon pied. Hein. C'était vraiment très bien. Ouais, on a pris notre pied, mais qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui pêche, selon toi, Thomas? Qu'est-ce qui nous a empêché de marquer ce but? Qu'est-ce qui se passe? Un peu tout en fait. Tu as eu un bon gardien parce que mine de rien, Mandanda il en a sorti quelques-unes. D'ailleurs, il était dans l'équipe type hein, le lendemain en tant que gardien du 11 type de l'équipe. Donc déjà, tu as un gros match du gardien. Tu as ce manque de chance parce que la balle, bon, c'est pas une frappe de la tête d'un de nos joueurs. Hein, c'est le défenseur rennais TAT qui la détourne sur son poteau. Mais enfin, tu es à 2-3 cm d'ouvrir le score. Et puis parfois de la justesse technique dans la dernière passe ou dans la frappe aussi. On a eu des frappes un peu écrasées, un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Donc
Finalement, voilà, tu as tous les trucs entre guillemets qui pouvaient déconner, qui ont déconné. Tu as un gardien qui fait un très bon match, tu as le manque de réussite. Alors, je sais que certains n'aiment pas l'expression, mais enfin bon, quand tu as un centre détourné par un défenseur qui a atterri sur le poteau, voilà, ça pouvait atterrir dedans, c'était pareil. Enfin, en tout cas, ça aurait pas fait la même chose à la fin, mais ça aurait pu finir dedans facilement. Et puis voilà, tu as un gardien qui fait un grand match, tu as des phases d'attaque qui sont mal négociées parce que mine de rien, en première mi-temps, on a quand même, fait le siège, hein, du but rennais et ça rentre pas et c'est hyper frustrant. Alors après, sur le coup, je sais pas comment c'était à la télé, moi au stade, on était confiant parce qu'on se dit: «Avec une mi-temps comme ça, on va forcément réussir à marquer» et puis finalement non, quoi. Bah écoute, JC, t'étais devant ta télé toi aussi. Quel était ton avis, toi? Est-ce que voilà, tu t'es dit, on va y arriver, on va en mettre un, ou t'étais plutôt fataliste? Ouais, un peu fataliste, parce que je veux dire, ça m'aurait étonné qu'on puisse maintenir ce niveau de jeu comme ça tout un match. Donc ça me faisait un petit peu douter. Après, je dis, on sait jamais quoi. Un match, il suffit d'un coup de pied arrêté, un corner ou que sais-je, on peut marquer à tout moment finalement. Mais c'est vrai que j'étais plus sceptique qu'autre chose et je me suis dit quelque part, bah si on n'est pas capable de marquer, donc on n'est pas capable de gagner, bah autant ne pas perdre ce match et donc terminer sur un nul 0-0 qui aurait été quoi qu'il arrive un point de prix et ça aurait été une bonne affaire comptable. Ouais, mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, comme tu dis, repart sur le même rythme, mais ça n'a pas duré assez longtemps, puisque à la 60e minute, ce sont les Rennais, hein, qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Bourigeaud à la suite d'une succession de passes de la tête pour prendre la défense havraise à revers. Alors, plusieurs choses qu'on peut aborder sur ce but. Tout d'abord, Thomas, j'aimerais qu'on revienne sur la défense ciel et marine. Sur le but, on a Gauthier Lloris, hein, qui se précipite sur Martin Terrier, qui remet, lui, de la tête sur Bourigeaud. Et dans le même temps, on a Christopher Repéry qui regarde l'action sans couvrir son côté droit, ce qui laisse un boulevard à Bourigeaud pour marquer. Alors, question simple et compliquée à la fois, à qui la faute? Lloris, Opéry ou les deux, mon général? Je vais te surprendre, moi je dirais plutôt, honnêtement, il n'y a pas de faute flagrante à mon sens parce que enfin, honnêtement, sur le coup, la remise, je la vois pas arriver moi. Donc, enfin, la remise de la tête déjà qui est la deuxième tête, hein, de mémoire, s'il y a une première tête qui va sur Terrier et lui fait une remise de la tête dans le dos de la défense, honnêtement, je pensais pas qu'il allait faire. Alors après, c'est Terrier, c'est un grand joueur et surtout, il est en super forme en ce moment. Mais franchement, je l'avais pas vu arriver et du coup, Opéry, le temps qu'il réalise ce qui est en train de se passer, même s'il se retourne, effectivement, il est pris. Bon, là où effectivement, après c'est du très, très haut niveau, c'est que lui, Bourigeaud, par contre, il savait que la balle allait arriver là, donc forcément, il aurait fallu qu'un de nos défenseurs, ait la même vision du jeu que lui. Hem, mais difficile de pointer un coupable, enfin de dire le but c'est pour lui ou pour un tel, c'est voilà, on est pris de vitesse, la défense, arrive pas à lire le jeu. Alors peut-être que, ouais, Gauthier Lloris aurait dû intervenir, peut-être que Opéry aurait dû être plus rapide à se retourner. Peut-être que pour reparler des balles entre les jambes, peut-être que Desmas aurait dû serrer les jambes plus vite parce qu'il la détourne, mais pas suffisamment. Voilà, pour moi, il y a pas de gros coupables, c'est un enchaînement, c'est une séquence de petits trucs où on est juste un tout petit peu en dessous de ce qu'il faudrait être pour pouvoir les bloquer cette action-là, quoi. On a Antoine, hein, dans les commentaires, qui va de son analyse, qui nous met le coaching défaillant de Elsner. Euh, Antoine, j'aimerais bien ça aurait été bien que tu prennes un micro, que tu viennes développer. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, sur le coaching de Lucas. Est-ce que vous avez éventuellement quelque chose à ajouter? Il nous dit, on voyait depuis quelques minutes que certains joueurs étaient cramés, Samy Casimir. Ah, voilà. D'accord. Sur le temps qu'il a mis à faire des changements. Vous en pensez quoi, ça, les je suis gars? d'accord. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, pour Ouais, le coup, je suis d'accord. ouais. J'aurais tendance à dire pareil aussi, ouais. On était en train de lever le pied, hein, clairement, depuis un quart d'heure à ce moment-là. On était dans le dur. Enfin, c'était le gros temps fort de Rennes. Ouais, est-ce qu'on aurait dû changer quelque chose? Enfin, de toute façon, je pense pas qu'on aurait fait de changement derrière parce que de toute façon, on n'a pas trop de profondeur de banc. Mais voilà, ça aurait peut-être pu remettre de l'entrée en milieu, pas perdre certaines balles et puis repartir de l'avant plus tôt, quoi, ouais. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, le but intervient donc sur un des rares temps forts rennais. JC, est-ce que c'est dans ces moments-là qu'on voit la différence entre notre équipe et les grosses écuries du championnat qui sont capables sur une action, même quand elles ont la tête un petit peu dans le guidon, enfin dans le sol, pardon, qu'elles sont pas bien, voilà, de marquer et puis de remporter les 3 points. Bah totalement. Bah c'est ça la différence entre une équipe qui va jouer le maintien et une qui va jouer l'Europe. Bah oui, oui. Et puis c'est aussi le talent, hein, quelque part. C'est des joueurs que nous on n'a pas. Nous, Bayo, bah c'est vrai que nous c'est notre grand attaquant, mais il lui faut quand même pas mal d'occasions pour qu'il marque un but.
Bah, là, on voit des gars comme Bourigeaud, Terrier, bah, il en faut pas 36. Hein, quand il n'y a pas but, il y a poteau. Enfin voilà, c'est toujours quelque chose de très dangereux. Ouais, c'est le haut niveau et c'est aussi pour ça qu'on aime ces matchs-là, c'est pour rencontrer des grands joueurs comme ceux-là. Donc bon, c'est comme ça. Un jour peut-être, hein, on sera comme eux, on verra. Mais bon, là, nous, voilà, on connaît notre championnat, on sait que ça va être compliqué jusqu'au bout et il faudra être attentif jusqu'au bout, notamment défensivement, pour éviter de minimiser les erreurs. Hmm. Ce but, ce but, comme on a tous pu le voir, a mis un coup sur la tête de nos Hackmen qui ont mis du temps à reprendre leurs esprits. Mais bien aidé par les entrées de Ayou et de Boural, et les Havrais ont poussé très fort en fin de rencontre et acculé les Rennais dans leur moitié de terrain en se créant quelques occasions, mais le score ne bougera pas malheureusement. Le Hack enchaîne donc une deuxième défaite consécutive après la défaite à Strasbourg en coupe. Et voit ses poursuivants direct au maintien revenir à 5 points. Donc scénario cruel, tant il y avait moyen d'obtenir un bon résultat contre les Rennais. Thomas, ton sentiment général sur cette rencontre, voilà, on perd 2 points, là, on va dire, ce soir, en tout cas dimanche soir. Bah, on en perd au moins un, ouais, ça c'est sûr. Ouais. On en perd peut-être même 3 parce que globalement, on a eu la maîtrise du match. Hein. Rennes, ils ont eu qu'un seul tir cadré, ils marquent. Donc voilà. Après, comme disait JC, c'est la marque des grandes équipes par rapport aux petites. Nous, il nous faut parfois 30 actions dans un match pour marquer. Eux, ils en ont une, ils sont cliniques, chirurgicaux, ils plantent et puis ils repartent avec les 3 points. Donc tant voilà, on sait que c'est un de nos défauts depuis la saison dernière. Par moment, on l'avait senti un peu en début de saison. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une longue suite de matchs où on n'avait pas marqué. Faut pas qu'on retourne là-dedans parce que la différence entre une fin de championnat, on va dire, où on se maintient sans trop souffrir et sans trop stresser, et la différence avec une fin de championnat où on risque de serrer les fesses jusqu'au bout, ça va être, à mon sens, l'efficacité offensive. On sait que derrière, on a le niveau pour se maintenir. Au milieu, quand tous nos outils, entre guillemets, sont là, ça passe, c'est pas trop de soucis. Par contre, voilà, si on retrouve une inefficacité offensive dans la durée, ça risque d'être, de se compliquer rapidement pour nous, même si personnellement, je reste confiant, hein, pour le maintien. Mais voilà, il faut retrouver le mordant devant, il faut retrouver la précision, la puissance, parce qu'il nous manque, je sais pas quel élément il nous manque, mais voilà, il faut arriver à planter, beaucoup plus régulièrement que ça et surtout, voilà, arriver à tenir un score. JC, à l'inverse d'André Ayou qui a été mauvais à la CAN et qui est arrivé transcendé et voilà, qui a marqué 3 buts en 2 matchs, en 3 matchs. On a Bayo qui a bien marché à la CAN et qui revient et qui n'a pas été vraiment dans le coup contre Rennes. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Et globalement sur effectivement l'inefficacité offensive de nos Havrais? Bayo, il a comme eu des situations pour marquer contre Rennes. C'est que voilà, elles sont face à face. Enfin, face à face, c'est une façon de parler, face à Mandanda, où effectivement, ça aurait pu faire but. Donc les occasions, il les a. Donc ça, c'est quand même un point important pour un attaquant d'être en position de marquer des buts. Après, effectivement, il a fait une grosse canne. Peut-être qu'il lui faudra un petit peu de temps, je ne sais pas, hein, de se remettre d'aplomb et de reprendre de se remettre d'aplomb dans ce côté havrais, maintien, etc. Enfin, ce qui n'a rien à voir avec les ambitions de Cannes. Peut-être un état d'esprit complètement différent, hein, je sais pas, mais pour revenir à nos difficultés offensives. Je pense que voilà, il faut, quand c'est comme ça, ne pas lâcher, toujours avancer, toujours. Et à un moment donné, ça va fonctionner, on va remarquer des buts. En fait, c'est un peu comme un système de série. On voit, on est capable de marquer 3 buts à Lorient. On ne sait pas comment finalement, parce que c'est des buts un peu venus d'ailleurs. Mais et quand il y a des matchs contre Rennes, où on voit que, de toute façon, voilà, on a beau tenter, ça rentre pas. Mais il faut pas lâcher. Et à un moment donné, ça peut le faire. Et peut-être que c'est à Lille où on se voit pas marquer de but là-bas. Peut-être qu'on en marquera 3 parce qu'il va y avoir des faits de jeu qui font que. Mais non, il faut pas lâcher. Et nous, on sait que la Ligue 1, notre objectif, c'est le maintien. Et si on doit se maintenir à la 34e journée, on se maintiendra à la 34e journée. Mais voilà, mais il faut pas lâcher. Hein. C'est pas parce qu'on marque pas un but. Enfin, je veux dire, c'est pas, tant pis quoi. C'est pas bien grave. Après, il faut pas qu'on lâche aussi défensivement. Quoi. Faudrait pas non plus qu'on se prenne des tôles quoi. Mais ça, j'ai plutôt confiance pour le coup. Toujours avancer, ne jamais rien lâcher, la devise des Havrais, n'est-ce pas? Je crois que tu allais aller jusqu'au bout. Avant de passer juste au préambule du match contre Lille, est-ce que vous avez, et je pense que vous avez un coup de cœur, un coup de gueule à nous transmettre chacun, Thomas, sur ce match face à Rennes? Genre un top et un flop, quoi.
Alors, top et un flop, évidemment. Vas-y. En top, je vais en mettre 2 quand même. J'ai trouvé le tifo de la tribune absolument magnifique. Alors, je sais pas s'il rendait bien à l'écran, mais franchement, dans le stade, c'était vraiment, vraiment, vraiment superbe. Je l'avais déjà dit ici, mais les animations cette année sont. Je trouve que les supporters sont mieux au niveau Ligue 1, y compris à domicile. Et là, c'était vraiment du très, très bel ouvrage. Donc, franchement, respect à ceux qui ont fait ça. Sur le terrain, du coup, plutôt qu'en tribune, ouais, mon coup de cœur, c'est Abdoulaye Touré qui fait un très bon retour, qui a fait un gros match, qui retrouve sa solidité, qui a été un taulier. Alors après, on sait que techniquement, voilà, c'est pas lui qui va nous faire des passements de jambes et des dribbles et des petits ponts. Mais par contre, voilà, quand il a décidé qu'il perdrait pas la balle, bon courage pour aller la lui prendre, quoi. Et toi, JC? Alors, Top et un flop? Ouais, bah mon top c'était le même que Thomas, c'est Touré, le retour de Touré au milieu de terrain qui a fait du bien, et je trouve qu'il arrive vraiment au bon moment avec nos blessés au milieu de terrain, enfin blessés et suspendus. Et mon coup de gueule, en fait j'ai bien aimé le schéma en 4-4-2, enfin pour moi c'était un 4-4-2 contre Rennes, mais j'ai vraiment pas apprécié du tout les centres de négo. Vraiment, il a eu plusieurs situations d'être en position de faire la dernière passe, et c'était franchement ça n'allait pas. Donc ça c'est vraiment à travailler. Si on doit continuer dans ce schéma tactique, et le mettre côté droit. Et ça vraiment un milieu droit, si c'est pas centré, compliqué quoi. Ouais, a priori, là, il est là juste le temps qu'on récupère Daler. Enfin, je sais pas, Daler, Targalid, on sait pas combien de temps on va être privé de ces deux-là, mais effectivement, quand on compare la qualité de centre d'un Christopher Repéry et qu'on voit celle de Nego, c'est compliqué. On a Antoine qui fait une demande d'intervention. Attention, je le fais rentrer, j'espère qu'il n'y aura pas de bug, puisque voilà, depuis le début de la soirée, c'est comme ça. Antoine, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Ou est-ce qu'il y aura encore un bug technique? Alors, Antoine, juste, il faut appuyer sur le micro. Salut Antoine. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je suis un peu vieux, moi je suis dans la chambre d'à côté de Vivien, donc dis-moi, ça se passe bien avec sa femme, là, son repas de Saint-Valentin à l'EHPAD ou pas? Bah ouais, c'est bon, j'entends un peu de bruit, mais bon, ça va. Oh, t'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. Hein. Vas-y, Antoine, tu voulais t'exprimer? Ouais, bon, moi j'ai un peu de mal, je sais pas, c'est Casimir en fait. Je trouve que son boulot défensif est très bon, mais bon, à un moment donné, quand on est attaquant, faut se créer des occasions. Et voilà, plusieurs fois, c'est pas le premier match, l'autre jour, je sais plus là contre qui il part, où il a 1 mètre d'avance, et puis il se fait rattraper par le défenseur, et puis là il est encore gâché, il tire pas, on a l'impression que c'est bien, il veut faire marquer les autres, mais à un moment donné, faut qu'il mette des buts, et je commence un petit peu, ça commence à être un petit peu compliqué, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est mon avis là-dessus, et plus les matchs avancent, et plus à un moment je me dis: «Bon, est-ce qu'il a vraiment le niveau Ligue 1 en fait?» Ouais, là-dessus, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'un attaquant, au bout d'un moment, même s'il se donne à fond, tout ça, clairement, il triche pas, hein, Josué, il y a pas de souci. Un attaquant, tu as quand même un peu envie qu'il soit décisif à un moment, et le bilan de Josué de ce côté-là, il est pas ouf, hein. Je crois que c'est 2 ou 3 passes décisives, si je dis pas de bêtises, et toujours pas de but. Encore que pas de but, faut nuancer, parce qu'à Strasbourg, techniquement, c'est lui qui marque le premier but, hein. C'était une balle contrée qui passe entre les jambes de Gorgelin. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit le bon truc à mettre sur sa ligne de stats. Mais ouais, et je trouve d'ailleurs, hein, pour reprendre un peu ce que disait Antoine, je trouve qu'il frappe effectivement très, très peu cette saison, hein. Je sais pas si c'est parce qu'il ose pas ou parce qu'il a plus une nature altruiste, mais effectivement, de temps en temps, j'ai envie de lui dire: «Mais vas-y, essaye de l'envoyer au fond des filets, puis on verra», tu vois? À côté de ça, effectivement, il tente peu. On a un Antoine Chouchou, dès qu'il peut mettre une patate, il la met. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais les reprises de volée, il nous en a tenté je sais pas combien, et des magnifiques ont failli rentrer sur les derniers matchs. Mais Casimir, c'est vrai que Casimir, je reviens sur ce que disait Antoine, là, sur la course où il partait seul au but. On a l'impression qu'il avait 10 kilos derrière lui et il s'est fait rattraper par la défense. C'est compliqué, j'ai l'impression, oui, pour Casimir. JC, t'en penses quoi, toi, de Josué? C'est vrai que depuis qu'il est en pro, on voit bien que c'est pas un genre de stat. Hein. Même l'année dernière, il a dû marquer 1 ou 2 buts. Enfin, je sais même plus quoi. Enfin, c'est vraiment 2 buts. Mais un seul volontairement. Et celui de Dijon qui était important quand même. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que celui de Dijon et le premier à Bordeaux, ouais. Ouais.
vrai que les deux étaient importants, c'est vrai. Mais c'est pas un genre de stat. Voilà, on le voit bien. Et pourtant, il a quand même des situations. Hein. C'est pas comme si quelqu'un qui se crée jamais d'occasion. Voilà, voilà, il triche pas, il est présent, mais derrière, bah, c'est vrai que c'est plutôt maladroit. Alors, est-ce qu'il lui faut un déclic, peut-être le marquer le premier but en Ligue 1, peut-être que derrière il pourra enchaîner, mais c'est vrai que c'est un peu pénible parce que c'est quelque chose qui se répète depuis un certain temps. Alors après, il est important, hein, il joue quasiment, enfin il est titulaire systématique, hein, ça, Elsner compte sur lui. C'est vrai qu'il va apporter beaucoup de choses. Hein. Il a quand même une densité physique qui est intéressante. Il est là pour presser. Enfin, voilà, Ouais. c'est important pour nous. Hein. Mais franchement, il n'y a pas que ça. Quoi. À un moment donné, il faut être capable de faire une passe D, il faut être capable de marquer un but. Hein. Ouais. Contre Clermont, c'est lui qui nous met les 2 passes D, il me semble, hein, sur les 2 premiers buts contre Clermont, sur Bayo et Alioui, il me semble. Ouais, je me souviens très bien. Il avait joué ce match-là, il avait joué en gros une mi-temps. Après, c'était complètement éteint. Ouais. Après, il a pas de chance non plus parce que par exemple contre Paris, tu vois le carton rouge que prend Donnarumma. Bah, si Donnarumma fait pas faute, lui il part au but et le but est vide. Oui, clairement. Ouais. Après, ce qu'il aurait dit. Je voulais pas le dire, mais J'espère quand même pour lui. Ouais. C'est une autre question. Antoine, tu souhaitais rajouter autre chose sur les dernières prestations des Havrais avant qu'on passe sur l'analyse Non, mais alors comme tout à l'heure j'ai pas pu le dire, mais effectivement autant j'apprécie beaucoup Elsner, mais on le trouvait dans le moi je suis dans le COP, voilà, je suis dans le COP au niveau des Barbarians, donc on voyait que juste avant même c'est pas une contre-attaque, mais on a Sabi qui rentre dans la surface, qui arrive pas à dribbler, on peut avoir une grosse occasion et on voit que Casimir était fatigué et on en a parlé entre nous et les premiers à défendre c'est les attaquants et je pense que les Rennais ont eu ces 10 bonnes minutes parce qu'on était, ils étaient claqués et nous, on était plusieurs à le dire, mais il fait pas de changement, ils avancent plus, ils courent plus, ils défendent plus. On voit, il me semble que on regarde le début de l'action, Sabi s'arrête de courir en fait parce qu'il est cramé et on trouvait que voilà Elsner là-dessus, je pense qu'elle est pour lui. Autant je suis très content qu'il l'ait. J'étais dans les premiers à dire super qu'il vienne au club, etc. Mais voilà, pour une fois, je trouve que celle-là, elle est pour lui, en fait. Ouais, pour reprendre ce que dit Antoine, en plus, c'est vrai que Sabi comme Casimir, moi, il m'impressionne par l'abattement défensif qu'ils ont. Mais forcément, à un moment, à force de faire l'essuie-glace pendant 60, 70, 75 minutes, au bout d'un moment, t'es rincé, quoi. Alors, est-ce qu'il pense que Ayou n'a pas 35 minutes dans les jambes et qu'il attend le plus de temps possible pour le faire jouer 20 minutes? Est-ce que c'est ça aussi, Possible. la raison? Mais voilà. Il était titulaire contre Strasbourg de mémoire. Ouais. Il a fait quoi? Il a fait plus d'1 heure de jeu, je pense. Après, il a fait à peu près 1 heure, mais du coup, Rennes, c'était 3-4 jours après, donc peut-être qu'il peut pas enchaîner 2 fois, effectivement, effectivement. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec Antoine. Hein, c'est vrai que sur le banc, on a quand même alors même s'il n'est pas décisif, hein, je trouve qu'Antoine Joujou est meilleur en tant que remplaçant, en super sub, à rentrer comme ça avec son énergie, et sa vivacité en deuxième mi-temps pour redonner un coup de peps. Et c'est vrai que ça aurait été plus judicieux de le faire rentrer plus tôt. Et donc ouais, je suis assez d'accord avec Antoine. On attaque. On va chez les Ch'timi. Allons-y. Dans moins de 48 heures, donc c'est un nouveau gros match qui attend nos Havrais, puisque nos Ciel et Marines iront défier le LOSC samedi à 17h, horaire peu habituel pour le HAC, qui est habitué à jouer le dimanche à 15h, avec la présence de plus de 1100 Havrais, plus gros parquage de la saison, si je dis pas de bêtises. Au passage, donc gros coup de chapeau à la Fédé et à tous ceux qui feront le déplacement. Hein. Franchement, nous, expats, qui peuvent pas se permettre de faire tout ça, vous nous rendez fiers, quoi. Match après match, c'est un truc de dingue. Quand on va au boulot le lundi, le parquage à est magnifique et tout. On est fiers, quoi. Donc, bravo à la Fédé. Antoine, je sais que tu nous disais que tu étais chez les BH. Bravo, franchement, avec tout ce que vous faites. C'est exceptionnel parce que voilà, je suis à la hauteur. Je ne suis pas dans les BH, je suis à la hauteur des BH, mais c'est vrai qu'ils font du boulot. Ouais, mais alors c'est extraordinaire. On était 1200 à Rennes, hein, il me semble. Ouais, j'y étais et on a fait du bruit. Mais c'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. Et comme le disait tout à l'heure Thomas, les supporters, la Fédé des supporters, c'est mis au niveau de la Ligue 1. Et c'est magnifique. C'est super. Donc voilà, c'était mon gros coup de cœur. Voilà, je sais pas, Thomas, si tu voulais rajouter un truc.
Non, vraiment, je suis impressionné, moi, de la ferveur qu'il y a autour, du fait que voilà, la Fédé et les différents groupes à l'intérieur de la Fédé, ou en dehors, parce que je crois que les BH font plus partie de la Fédé, vraiment mettre de l'entrain, tentent des choses. Enfin, tu vois, on a eu un paquet de beaux tifos depuis le début de saison. Non, c'est assez ouf, ouais. Et puis, ouais, effectivement, les déplacements, les parkages, ils sont blindés, quoi. Je crois que c'est le 3e ou 4e déplacement, on va avoir plus de 1000 Havrais qui bougent, quoi. Donc c'est assez ouf, hein. Ouais, alors moi qui suis là, Le Havre-Lille peut-être plus près que Lorient, je ne sais pas si les Havrais peuvent me répondre là-dessus, mais il faudrait que je regarde sur Waze tout à l'heure. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un très gros client à Caton-le-Hac ce week-end, parce que juste sur une stat, le LOASC est invaincu à domicile depuis 10 matchs. Thomas, comment toi tu le sens ce match? Parce que à l'aller, hein, pour rappel, on l'a dit tout à l'heure dans le quiz, les Lillois avaient gagné 2-0. Et il n'y avait rien à redire. Les Lillois étaient Ouais. complètement supérieurs au Havrais. Depuis le Hack a progressé, mais les Lillois sont en très grande forme. Donc, comment tu le sens, toi, ce match? Mal, sincèrement. Autant j'ai tendance à être plutôt optimiste en Ça, général, c'est autant fait. ouais. Ah non, mais vraiment. Alors après, voilà, on peut toujours aller, tirer un point ou peut-être même gagner miraculeusement, mais sur le papier, honnêtement, ils sont clairement un cran au-dessus. En plus, nous, en termes de dynamique, là, mine de rien, on est un peu dans le creux de la vague. Eux, ils sont en pleine bourre. Heu, voilà, ça me paraît très, très difficile d'aller chercher un point là-bas. 3 points, ce serait franchement miraculeux. Sachant qu'en plus, notre milieu va encore être décimé, hein, parce qu'a priori Targaline ne sera pas revenu et Kouziev, pas disponible. Sauf si Keshta se réveille, on risque encore d'avoir un petit déficit au milieu. Donc voilà, après peut-être que si on se serre les dents derrière, qu'on arrive à les faire déjouer, on peut peut-être gratter un 0-0 ou un 1-1. C'est pas impossible, hein, on l'a fait plusieurs fois cette saison, notamment à Monaco il y a pas longtemps. Mais voilà, sur le papier, on n'est clairement pas favori et tout autre résultat qu'une défaite, je le célébrerai avec bonne humeur. Et JC, toi, tu es aussi pessimiste que Thomas ou? Ouais, Ouais. ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'ai une autre stat d'ailleurs sur Lille. Ça va pas nous rassurer, mais Lille est l'équipe qui subit le moins de tirs cette saison en Ligue 1. Le moins de Ouais. tirs. Sachant que nous, on a quand même des difficultés pour marquer. On va jouer sans Bayo. Ça va être En plus, ouais. tendu. Ça va être tendu. Ouais, grosse info. Oui, c'est vrai que Bayo, dans son accord de prêt Mm. avec le Hack, c'était convenu comme ça qu'il ne jouerait pas contre Lille. Bon, Antoine, un peu d'optimisme, là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un point à Lille ou remonte-nous le moral? Ouais, ça va être compliqué quand on voit la première mi-temps contre Clermont, ils en mettent 4. Voilà, ils ont une puissance devant, une solidité derrière. Voilà, j'ai un peu, ça me craint un peu. Alors, ce serait bien qu'on vienne, parce qu'il y a un autre producteur de vlog aussi, Olivier, là, qui est supporter de Lille. Ça ferait quand même plaisir. Il est venu gagner chez nous, donc si on pouvait aller gagner chez lui. Mais ouais, je suis pas forcément confiant. Effectivement, l'effectif. Et là, de toute façon, on enchaîne sur des matchs un peu compliqués derrière Reims aussi. Voilà, ça va être des matchs. Je trouve que c'est pas des équipes qui nous conviennent pour les prochaines journées en fait. C'est vrai qu'on enchaîne, je vais inclure Rennes, on enchaîne 4 matchs compliqués, Lille, Reims, après on va à Brest. Et après, on va jouer contre des concurrents au maintien. Donc, c'est là où il va falloir faire le dos rond et essayer de grappiller quelques petits points contre Lille, Reims, Brest. Parce qu'après, on reçoit Toulouse, on va à Clermont, on reçoit Montpellier, on va à Ouais. Lens, voilà, petite parenthèse. Et après, on joue Nantes, Metz, voilà. Donc là, c'est vraiment en mars-avril où ça va être, c'est là où il va falloir remporter des victoires. Donc là, il faut vraiment qu'on arrive à limiter la casse. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, Lille, c'est compliqué, je le sens mal aussi. Voilà, après, je le sentais mal contre Monaco. Ouais, non, Voilà, mais voilà, comme tu disais, le temps qu'on sorte de la grande série, parce qu'après, effectivement, clairement, on va être quasiment tous les week-ends du face-à-face avec des concurrents directs. c'est Ce ça. serait bien, ce serait qu'on arrive à arriver avec quelques points d'avance dans cette phase-là. C'est-à-dire à la sortie du match de Brest, si on peut avoir encore les 3 points d'avance sur le barragiste, voilà, que tu pas la pression tout de suite du résultat, ce serait vraiment pas mal. Ouais, effectivement, ouais. Donc, c'est vrai que ça va pas être ça va être assez compliqué d'aller ramener quelque chose de Lille, mais bon, voilà. Ouais. On va croiser les doigts. Ouais, puis tu sais, moi je suis un ancien, donc j'ai souvenir de la vilaine saison 2002-2003, où on était quasiment maintenu à 10 journées de la fin. Et puis justement dans le Money Time, on enchaîne 8 défaites de suite, et puis on descend alors qu'on n'aurait jamais dû descendre cette année-là.
Voilà. Si on pouvait arriver dans des conditions un peu plus optimales avec quelques points d'avance, de la fraîcheur mentale et puis pas trop de stress avant d'attaquer les Nantes, les Toulouse, Metz, Montpellier, ce serait bien. Alors, c'est vrai qu'un peu, dans ce space de la loose, ça nous fait encore une petite info effectivement pessimiste. Non, on va pas, non, ça ne va pas se reproduire. On va se Non, c'est maintenir. On bon. va pas enchaîner 8 défaites. C'est pas possible, ça. Non. Ça Non, n'arrive non. qu'une fois dans l'histoire. C'est impossible qu'on compte. Ah bah j'ai pas envie de revivre ça. Hein. Et d'ailleurs, JC, on avait posé la question sur les réseaux sur l'inspiration de notre CSC national qui était stressé après le match de Rennes. Est-ce que toi, tu restes confiant pour le maintien comme la grande majorité des supporters qui ont répondu, ou est-ce que comme CSC, tu flippes? Non, moi je reste confiant. Il faudrait pas. Enfin, je reste confiant dans l'état d'esprit qu'on a actuellement. Par exemple, par rapport au match de Rennes, voilà, c'est ces matchs qui sont positifs. Après, faudrait pas qu'on enchaîne les défaites. Voilà, c'est ça. Ça peut être le spectre d'enchaîner les défaites, comme on peut voir avec Montpellier, par exemple, Montpellier qui est dans le creux de la vague. Et quand on commence à perdre, bah on voit qu'on perd confiance et derrière, bah, renclencher une dynamique de victoire, c'est compliqué. Donc il faut qu'on maintienne ce fil-là jusqu'à ce qu'on prenne nos fameux 14 points qui nous restent pour se maintenir. Donc le match de Lille est important, oui, comme tous les matchs, mais je pense que le match de Reims la semaine suivante est bien plus important et je pense qu'il faudrait vraiment prendre les 3 points. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Non, ouais, je suis assez d'accord. Surtout que pour le coup, je pense que Reims à domicile sera plus jouable que Lille à l'extérieur. Bah oui. Ça me paraît évident, même s'ils ont une belle équipe. Hein, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit JC. C'est faut pas rentrer dans une spirale négative parce qu'une fois que tu rentres dedans, tu sais pas quand t'en ressors. T'as qu'à demander à nos amis messins là. Je veux dire, ils vendraient père et mère pour une victoire et pour prendre les 3 points. Parce qu'ils sont sur 8 ou 9 matchs sans victoire de suite, je crois. Mais attends, ils ont Georges Mikotadze. Ouais, je sais pas ce qu'ils lui ont fait à Amsterdam, mais c'est pas le même. Hein. Je pense qu'ils l'ont coupé les pattes, ouais. Clairement. Non, mais effectivement, ouais. Je suis désolé, je t'ai coupé, mon cher Thomas. Non, mais ouais, voilà ce que je disais, c'est comme je disais, une spirale, tu sais quand tu y rentres, tu sais pas quand t'en ressors, donc vaut mieux éviter à tout prix d'y rentrer, essayer de continuer à grappiller une victoire, un match nul de temps en temps, et puis essayer d'arriver voilà, sur les 10 derniers matchs, ou les 8-10 derniers matchs, en ayant pas trop le couteau sous la gorge et en n'ayant pas trop le stress du résultat, quoi. J'ai fait rentrer Huntman. Alors, tiens, Thomas, tu le prononces à l'anglaise? Bah attends, je vois pas où c'est. Ça, c'est bon, j'ai fait rentrer. Bonsoir, Huntman. Bonsoir. Bonsoir. Ton prénom, peut-être, ça sera plus simple que ton pseudo. Ah oui, je suis désolé. Moi, c'est Alan. Salut, Alan. Non, t'inquiète, c'est nous. Alors, j'espère que tu nous entends bien, parce qu'aujourd'hui, c'est le space de la loose, on a plein de problèmes techniques. Non, ça va. Nickel, vas-y. Non, je te laisse t'exprimer. Réagir sur être confiant ou non sur le maintien. Pour moi, garde cet axe-là, et c'est nickel, les gars. Il n'y a pas à flancher, il n'y a pas à avoir peur. Moi, ils ont juste un petit coup de mou. On n'a pas réussi à taper Rennes. Encore une fois, on est nul devant les buts. L'avant-dernier geste, il n'est pas là. Donc, on ne peut pas tirer. Mais pour moi, les gars, franchement, moi, je suis hyper confiant. Pour moi, Nantes, ça va se taper fort. Mais c'est pareil. Pour moi, il y a zéro problème sur la fin de saison. Il y a plus faible. Hein. Ouais, il y a plus faible que nous. Hein. Mais juste à la mentalité, pour moi, j'ai pas envie d'avancer. J'aime pas d'avancer comme ça. Mais quand tu vois le début de saison, ce qu'on produit contre des grosses écuries, pour moi, il n'y aura pas de mauvaise surprise, surtout qu'on joue les Toulouse, Montpellier, etc. à la maison. Metz, concurrent direct, pour moi, on sait tous à la maison qu'il y a quelque chose de spécial. Ouais. Pour moi, franchement, les gars, c'est cool. Non, ouais, oui. Ah ouais, moi, je voulais pas donner l'impression de baigner dans le pessimisme. Hein. Je pense aussi clairement qu'on va se maintenir, j'y crois. Effectivement, comme dit Alan, en plus, si on garde le même état d'esprit, parce qu'il est quand même notre force, ça devrait aller. Maintenant, voilà, si on peut s'éviter de se mettre des doutes, autant éviter, quoi. Ah oui, carrément. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. C'est CSC qui va réécouter le space pour lui remonter le moral. Quand il sortira de San Siro, on lui dira tout à l'heure. Antoine, je pense que tu partages l'avis des gars par rapport à oui, alors ce qui peut aussi, si après on commence à enchaîner vos résultats, c'est aussi le fait que les autres équipes auront été toute la saison dans l'optique du maintien et nous peut-être que les gars, c'est pas qu'ils auront un esprit supérieur, mais de se dire
de jouer plus avec la peur au ventre que les autres auront joué dans le maintien toute la saison. Et aussi, je réfléchissais là, est-ce qu'on a des gars dans l'équipe, parce qu'on a comme une équipe assez jeune qui a grandi avec la montée de l'année dernière. Est-ce qu'on a des gars dans l'équipe aujourd'hui qui sont esprit je me maintiens? Alors oui, du coup, j'ai réfléchi, il y a Desmas, alors il y a Salmier, mais faut pas peut-être même pas qu'il joue non plus, parce que là, l'esprit, il aura peut-être dans le mauvais sens. Pas de nuit, comme dirait CSC. Ouais, Desmas, Touré, Ouais, Touré, Touré, ouais, Ayou et Touré à puis Nantes. Bayo, voilà, mais les autres à côté, c'est des gars qui ont quasiment connu, qui ont pas connu ça, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, on risque pas d'être en difficulté par rapport à des clubs comme, ou des Messins ou quand on ouais, des Messins ou d'autres clubs qui connaissent ça, en fait? Ouais, Clermont ou Lorient qui ont l'habitude. Ouais. Bah, honnêtement, pour rebondir là-dessus, les gars, j'ai confiance au staff. J'ai confiance sur l'expérience de Esnel. Pour moi, tout va se jouer peut-être au milieu avec Touré, avec des cadres comme Desmas, comme vous disiez. Peut-être même Bayo, on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires. Hein. Peut-être que Bayo, il a mis un discours. Je sais plus, je crois que c'était Football Plaisir quand parlait Gorgelin qui faisait des bonnes interventions dans le vestiaire aussi, mais qui ne joue pas. Ouais, avec des bons cadres comme ça, je pense honnêtement que ça fait l'affaire. Hein. On n'a rien à envier aux équipes comme Metz. Enfin, je pense, de mon point de vue. Ouais. C'est vrai que Bayo, oui, il a connu la lutte pour le maintien, lui, du coup, clairement, la saison où il a explosé. Ouais. Ouais. Et vous parlez tu parlais, hein, Alan, de vestiaire par rapport à Mohamed Bayo. Je pense qu'il y en a un qui va apporter beaucoup dans le vestiaire, c'est André Ayou. Ouais, c'est vrai. Je pense que question taulier dans le vestiaire, et André Ayou va avoir un rôle hyper important, je pense, dans le maintien. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, ouais. C'est quand même un sacré apport. Bon, sur le terrain, là, on le voit de plus en plus, il est de plus en plus en avant, de plus en plus décisif. Mais à mon avis, derrière, c'est vrai que dans le vestiaire, il doit avoir un rôle très, très important à ce niveau-là. Messieurs, avant de conclure, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter par rapport à tout ça ou... Ouais, moi j'avais bien aimé l'attitude d'Ayou lors de son entrée contre Rennes, hein, où il entre et je crois on perd déjà, il me semble qu'il rentre après le but. Et tu voyais voilà, qu'il essaie de motiver les mecs, d'aller de l'avant, voilà, d'insuffler de l'envie, ouais, comme dit Alan. Et ouais, effectivement, je pense que c'est un des gars sur lesquels on peut compter. Il en a vu beaucoup, lui, mine de rien, dans sa carrière. Et en plus, s'il revient à son bon niveau, s'il arrive à nous planter les bons buts au bon moment, comme il l'a fait à Lorient par exemple, ouais, ça peut être un facteur clé, ouais. Sacré but à Lorient quand même. J'aimerais bien rajouter quelque chose. Vas-y, Alan. Je sais pas si vous en avez parlé, parce que j'étais pas là, je l'avais Rennes. Keshta. Il se passe quoi avec Keshta là? On n'en a pas parlé, et effectivement, ça peut être intéressant d'y revenir, si vous voulez, avant de conclure. Bon, je pense que par rapport à Keshta, moi, le problème qu'il a, c'est qu'il enchaîne trop les matchs. Il joue quasiment systématiquement, et c'est vrai que c'est un profil de joueur qui donne beaucoup. Et physiquement, quelque part, il est entamé, quoi. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une rotation, qui se repose un petit peu pendant 15 jours, 3 semaines, et qu'il revienne ton bon ballon, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Hein. Bah, le problème, c'est que tu peux pas le mettre au repos là en ce moment. Ah ouais, il fait comme Daller, un petit carton rouge avec un tag par l'arrêt, il prend 3-4 matchs, c'est bon. Attends, imagine tu perds Keshta en plus d'avoir déjà Targa et Daller qui sont sur le banc. Bien sûr, c'est pas possible. Non, mais pour moi, honnêtement, le fait que Keshta soit rincé comme ça provoque des fautes et tout, c'est le manque avec Targaline. Genre, il formait un duo, c'était beaucoup trop fort. Il le supprimait, il libérait de l'espace. Keshta, il faisait ce qu'il voulait au milieu. Alors, là, il n'est plus là. Bon, certes, il y a Touré. Mais bon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et même, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais sur le but de Strasbourg, pour moi, tout vient de lui. Il fait des mauvais passes en retrait. Il joue que en rentrée. Avant, il allait que de l'avant. Il allait chercher des ballons. Il avait faim, il avait de l'envie. Mais là, il n'a plus rien. Le poteau, il est rincé. Et comme je dis, je pense qu'il lui manque clairement Targaline pour justement pouvoir se concentrer un peu plus sur la marche en avant. Et que là, du coup, il essaye de faire peut-être un truc à mi-chemin entre son rôle à lui et le rôle de Targaline, c'est-à-dire essayer de défendre, de presser, tout ça. Et du coup, ça lui fait beaucoup. En plus, effectivement, comme on dit, il a beaucoup été sollicité, il s'est assez peu reposé, mine de rien. Et puis, c'est pas pour tout de suite, a priori. Donc, moi, je pense qu'il est un petit peu rincé et que c'est difficile pour lui en ce moment. Il est dans le dur, là. Ouais, clairement, ouais.
Et le problème, c'est qu'on n'a aucune date de retour pour Targaline et ça commence à sentir le roussi quand même. Je sais pas ce que vous en dites, mais Targaryen, ça me c'est fait quand même. peur, hein. Surtout, enfin, je sais Ouais. pas vous, si vous avez des infos sur comment c'est encore son bassin, c'est quoi? Ouais, c'est la hanche. Bah, le C'est dernier la truc, hanche, ouais. c'était, je crois que c'était dans le Paris-Normandie, je crois, où il y avait Mathieu Bonnemer qui revenait dessus. Ou Elsner, je sais plus, il disait globalement, ils n'arrivent pas trop à savoir ce qu'il a, justement. Tu vois, ils savent pas s'il va falloir l'opérer ou pas. Ils sont même pas vraiment sûrs de la nature de la blessure. Donc, j'espère qu'ils se traînent pas un vieux truc trop sale, mais il y a vraiment aucune date de retour d'annoncé, quoi. C'est chiant, ça. Faudrait qu'il demande des conseils à Vivien pour une hanche en plastique. Non, parce que personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a un hack avec et sans Targaryen, très clairement. Ouais, Complètement. il illumine clairement. Ouais. Complètement. Ça me fait un peu peur pour la suite, quoi. C'est un peu pas complexe. Zayev, bon. Bah, surtout, moi, ce qui me saoule, c'est que quand t'avais ton milieu triple A, on l'a eu que sur un match ou deux, mais quand t'as ton milieu avec Targa, Kuzia et Keshta, Ah et que ouais. les trois sont au taquet, Ça alors pue là, le football, hein. Incroyable. c'est clair, voilà. Et ça, effectivement, ça aurait pu être bien pour jouer le maintien en Ligue 1 d'avoir ces trois-là. Ouais, carrément. Et moi, contre Lille, j'aurais trop aimé voir un Keshta Touré qui tente des frappes de loin, on est un des seuls à le faire. Avec Targaryen, pareil, qui ont des prunets incroyables. J'aurais trop aimé. Ouais. Bon, on se rappelle de la mine qui nous a mis à Dornano. Dornano. C'était magnifique. La clim à Dornano, c'était mémorable. On s'en rappellera toute notre vie de ça. Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué et pour l'instant, aucune nouvelle du retour de Targaryen. On est quand même pessimiste, effectivement. Et donc en surtout, très peu d'infos, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Demain, on n'a pas Benoît ou François là dans le. Ouais. Benoît parlait aussi que c'était peut-être dans la tête aussi à un moment donné dans un de ses premiers articles. Oui, vous avez mentionné ça. Ouais. Mais moi, la dernière info que j'ai vue, c'est que là, ils allaient tenter une procédure non chirurgicale, mais sans garantie de succès, quoi, en gros. D'accord. Donc, mais ça, c'était la semaine dernière déjà que j'avais lu ça. Écoute, on verra, mais c'est vrai qu'il a l'air. Ouais, c'est ça, c'est pas rassurant. Ça a l'air d'être quand même un gars assez fragile et voilà, j'espère qu'il reviendra vite. Même pour lui, pour lui déjà. Bah, c'est vrai qu'on l'a assez peu vu enchaîner, ouais. On va passer à la conclusion, ça fait une petite heure et demie. Bon, alors si on exclut toutes les coupures qu'on a eues, ça fait 1h15. Avant de conclure, tiens, on va faire un petit tour de table, un petit prono pour le match à Lille. Honneur au nouveau venu, tiens, Alad. Allez, un petit prono. Je pense que je suis quelqu'un de très optimiste. Hein, mais je pense qu'on va perdre 2-1, malheureusement. Ouais. C'est encore c'est pas mal. Tu seras du déplacement, Alan? Malheureusement, non, je ne peux pas. D'accord. Antoine? Bon, allez, moi, je suis un supporter. Je vais dire victoire 2-1, ouais. C'est beau. C'est beau, hein. C'est beau. On est tous supporters, mais des fois, on est réalistes. Si on le fait, je te paye une pinte la prochaine fois. C'est dans les archives. C'est dans les archives. Non, j'assume. Antoine, si on gagne à Lille, je te paye une pinte avant le match contre Reims. Ça marche. T'éviteras de jeter le gobelet dès qu'il y a un but, hein, par contre. Non, je suis positionné à un endroit où plutôt on prend les gobelets, en fait. Donc, voilà. Ah mince. Ah bah oui, c'est clair en bas, oui. C'est terrible, hein. Franchement, c'était une histoire de gobelet qui part d'en haut et carrément. Franchement, c'est pas vrai. Tu les payes les gobelets, quoi. C'est complètement con. Quelle idée. Tu vas foutre dans la gueule d'un supporter qui en bas. Enfin bref, complètement con. Antoine, tiens, tu seras du déplacement, toi, ou pas? Non, parce que voilà, à un moment donné, ma femme trouve que voilà, ça fait un petit peu beaucoup quand même, donc on évite. Parce qu'en plus, souvent, je me déplace aussi avec mes fils, donc aussi c'est sympa, mais voilà. Oui, ça coûte plus cher. C'est pas, non, c'est pas forcément le prix, c'est voilà. Fallait l'emmener. Ouais, non, ouais. Viens, chérie, je t'emmène à Lille. Ouais, j'ai déjà essayé une époque, mais Strasbourg, c'était presque bon avec le marché de Noël, tout ça. Ouais, c'était presque ça, mais non. Et le bon plan du marché de Noël, c'est pas mal, ça. Et t'as pas réussi à lui vendre Lille en février, donc? Non, ça c'est pas. Non. Eh ben, chérie, tu verrais, Lens en avril, c'est. Non, mais justement, on essaye avec mon fils, on a coché Lens, donc on essaye de se garder une cartouche pour Lens, en fait. Donc voilà. Ah ouais. Ouais, faut être malin. Je remballe beaucoup. Oui, je pense. Thomas, un petit prono? Petit prono, si on perd que 2-0, moi ça m'irait bien. Parce que. Non, mais vraiment. Attention qu'on perd, ouais, faut qu'on perde pas une plus petite marge, parce que le goal average, c'est important. Et honnêtement, quand tu vois comment Jonathan David il est en forme, Zegrova il est monstrueux, pour moi c'est le meilleur joueur de Ligue 1 en ce moment. Ouais. Même moi, si c'est le joueur qui m'a le plus impressionné depuis le début de la saison.
À l'aller, je l'ai monstrueux. trouvé qu'il a fait un match monstrueux et Zegrova, c'est Oui, incroyable ce joueur. Ouais, il est ouf. Hein. Donc voilà, quand tu vois ce qu'ils ont devant, voilà, si on arrive à perdre que d'un ou deux buts, je dirais C'est que bon, c'est pas une c'est si réussi. mauvaise opération. Ouais, voilà. On en Ah, si on reparlera peut dans les le gratter un prochain point, je Space. prends. Hein. On Il va faut pas qu'ils compter. gagnent du coup, parce que sinon ça va me coûter une pinte. Quoi. Et JC, pour la fin. Ouais, ouais, comme Thomas, jouer une défaite 2-0. Après, je vais espérer quand même que Lille nous prenne un peu de haut, hein, et qu'il soit aussi éventuellement dans un mauvais jour. Ça pourrait nous aider. Voilà, on va tenir peut-être un 0-0 ou un but de Ayou de la tête. Voilà, à voir. Après, les gars, j'ai envie de vous dire, il faut bien casser la série un jour ou l'autre. Hein. Oui, Pourquoi si on pas peut le Hatch faire. Pourquoi pas le Hatch, franchement. Et tu veux qu'on fasse De toute façon, ça reste du foot. Hein, ça reste du foot. Tout est possible. Ouais, après, pour finir sur une note d'espoir, à l'aller, avant qu'on prenne le premier but, on avait marqué un but de Dissa Soumaré qui a été annulé pour hors-jeu, qui n'était pas forcément évident d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais on aurait pu prendre la tête dans ce match-là. Donc, Je me tirerai par les cheveux. ouais, mais c'est pour trouver de l'espoir, parce que sinon je vais être trop pessimiste. Ouais, t'as raison. Je suis de ton côté. Bon, moi je vous rejoins, un petit prono, je pense qu'on va perdre effectivement, je vois bien, allez, un 0-2, malheureusement, un 2-0 pardon pour Lille. Ouais. Bon, j'espère. Ouais. Alors, dis-toi que je suis nul en prono, donc on sait jamais. On va attirer le karma positif, les gars, c'est bien ce qu'on fait, c'est bien. C'est ça. On va conclure, messieurs, les 22h32. Je voulais vous remercier. Alors, c'était un space très compliqué. Déjà, c'est un space qui a été annulé en premier, qui a été décalé au jeudi 15. Donc voilà, il y a la Coupe d'Europe. D'ailleurs, hein, pour info, Rennes tout à l'heure perdait 3-0. Milan peut nous dire merci. On a fatigué les Rennais et c'est grâce à nous. Grâce à nous. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait tourner en plus contre nous. Hein. Enfin, ils ont mis l'équipe type. Hein, donc, Non, ils sont pris 3-0. À la 52e, ils perdaient 3-0. Là, on est à la 75e. Enfin bref. Donc oui, c'était un space un peu particulier, un space de reprise. On va reprendre un rythme classique dans 2 semaines. On va revenir le lundi 26. On est en petit comité, je vous annonce l'invité. On sera avec, si je décale pas, on sera avec Remontada. Je sais pas si vous connaissez Remontada, qui nous fait des super vidéos très sympa, sur Twitter. On va se faire un space spécial petit club, alors ça va être sympa. On va essayer de discuter entre supporters de petits clubs et de se consoler et de dire qu'on est quand même plus heureux, comme il disait, à supporter nos petites équipes que les grosses équipes pleines de fric comme le PSG et tout ça. Ouais. En tout cas, merci. Alors d'abord, merci JC de m'avoir aidé dans l'écriture de ce space, parce que tu m'as fait gagner beaucoup de temps. Et avec grand plaisir. Merci à toi en tout cas. Et j'espère que tu continueras parce que tu m'aides beaucoup et c'était top. Continue. J'espère que ça t'a plu quand même de cet exercice qui était nouveau pour toi. Je te cache pas que je suis plus habitué à faire des commentaires sur des dossiers de prêt immobilier que ça, mais oui, c'était un grand plaisir. Si vous cherchez une maison, si vous voulez acheter une maison, demandez à JC pour avoir renseigné. Ah ouais, je suis là. Ouais. T'es dans quelle région? Parce que moi je cherche là en ce moment. Je suis en Ile-de-France. Non. Du coup, ça m'arrange pas. Thomas, ça tombe bien, je voulais te remercier pour ta première. Alors franchement, techniquement, ça n'a pas été la plus réussie de ma part. Ouais. Mais j'espère que ça t'a plu et j'espère surtout que tu reviendras nous voir le plus souvent possible. En tout cas, pour moi, tu fais partie de l'équipe et j'aimerais bien qu'on t'ait à nos côtés à chaque space. Donc, on verra en fonction de tes dispos. Merci Antoine d'être intervenu. Ça fait un moment que tu nous charries avec Céline sur les réseaux. C'est ça. Par rapport au quiz. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi. J'espère que tu reviendras mettre ton micro et échanger. Alan, merci d'être intervenu, même si c'était en fin d'émission. C'était très pertinent puisque tu as permis de lancer quelques sujets qu'on avait oubliés dans l'émission. Donc, c'était cool. J'espère que tu reviendras. J'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié ce space, malgré les bugs techniques, encore une fois. Et on reviendra donc, comme je vous disais, le lundi 26 avec de meilleures conditions techniques. Je vais changer mon adaptateur pour mon micro, vous inquiétez pas. Et je vous souhaite en tout cas à tous une excellente soirée. Et allez le hack, on espère une victoire à Lille. Allez le hack. Et donc une bière, merci. Bonne soirée à tous. Avec plaisir. Allez, salut. Bonne soirée à tous, à bientôt. Salut.